Les espoirs de l'Union Bordeaux-Bègles sont champions de France. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 36e épisode des UBBistes. On aurait pu se renommer pour l'occasion les causeries de la Garonne en hommage au podcast de nos amis toulonnais, tant cet épisode aura des allures rouges et noires puisque nos espoirs ont remporté leur titre de champion de France face au RCT et que les grands iront eux aussi défier le RCT ce samedi soir à Lyon en demi-finale de Top 14. Je suis évidemment accompagné de mon phare sur la rade, mon Yannou. Le week-end a été bon ? Très bon, ouais, les drôles nous ont montré un peu la voie et le chemin à faire, donc ça fait plaisir. Ouais, en plus on a pu voir le match, donc ça c'était vraiment incroyable. Merci ouais, au club de Toulon, du RCT qui a diffusé sur YouTube. Ils avaient aussi envoyé une délégation de supporters qui ont pu faire du coup le doublé ce samedi. Mais pour bien préparer ce choc entre le deuxième et le troisième de la phase régulière de Top 14, nous avons invité deux superbes créateurs de contenu rugby pour tempérer un peu notre enthousiasme et nous apporter leur expertise. À ma gauche, il anime le podcast Rugby Physio, le podcast qui va plus loin et que l'on vous recommande chaudement. Salut Hugo. Salut, à vous deux. Merci beaucoup de m'inviter ici. Bah écoute, merci à toi. Ça va, la période n'est pas trop chargée avec tous ces interviews. J'ai vu que tu avais eu d'ailleurs un membre du staff de l'équipe de France dernièrement. Exactement, ouais. Jérémy Chiradam, qui est le lead data scientist, qui s'occupe de toute la data dans le staff de Fabien Galtier, qui aide tous les joueurs, tous les membres du staff, et Fabien Galtier, à qui on demande comment je gagne ce match contre l'Irlande, par exemple, et il doit établir un espèce de plan de bataille sur c'est passionnant. Je vous le recommande vraiment. Ouais, mais j'ai pu l'écouter, je le recommande également. Il y a d'autres interviews aussi avec Urda Pileta récemment, mais il y a aussi des débriefs des journées Top 14. Enfin, il y a 3 épisodes par semaine, c'est ça ? On est passé à 2. On a ralenti la cadence là parce qu'on était un peu trop sous l'eau. Mais ouais, c'est ça. En gros, un épisode le lundi où on fait un peu un invité de marque, un peu de l'écosystème du rugby, qu'il soit joueur, dans le staff ou même ailleurs. Tu vois, on a fait des agents, on a fait des journalistes, d'autres créateurs de contenu aussi. Et voilà. Et après une autre émission, on parle plus des briefs de l'actualité, mais pas que, des débats aussi autour du rugby. Voilà, à quelque chose d'assez vague qui nous laisse assez libre. Exactement, avec Louis quand même que je dois vraiment mentionner, qui est mon acolyte là-dedans et avec qui on s'amuse beaucoup. Un peu à votre image. Bon, salut Louis. Et je crois que le débat, c'était le meilleur entre Wilkinson et Dan Carter, quelque chose comme ça. Ah oui, mais là ça va durer 1h30 là si on repart là-dedans. non, on va se concentrer nous sur notre petit UBB, le débat entre qui est le meilleur entre Maxime Lucu et Mathieu Jalibert, ce sera déjà pas mal. Mais je vais quand même vous demander de vous positionner là, tous les trois là. Qui vous préférez, Wilco ou Carter ? Moi, Dan Carter. Je le trouve plus complet, mais voilà. Moi, je partirais sur Dan Carter aussi. Ouais. C'est ce que les stats nous disent, hein, assez clairement. Et attends, mais je vais présenter d'abord notre invité, qui avant qu'il donne son avis et Jérôme Bosviel, soit ami. Jérôme Bosviel, qui est c'est le 10 de Montauban. Incroyable. Qui du coup est bien meilleur que Johnny Wilkinson. Bon, pour le présenter, à ma droite, il débriefe et analyse toute l'actu du rugby sur ses pages TikTok et Instagram et YouTube aussi, avec le doux nom d'amour du rugby. C'est simple, efficace, sans équivoque. Salut Alexis. Salut, trop content d'être là avec vous. Voilà, j'adore ce que vous faites tous les trois et c'est un vrai plaisir d'être là. Alors du coup, Wilkinson ou Dan Carter ? Ah, Wilkinson, pour le coup, j'ai 28 ans et c'est vrai que j'ai grandi avec ce retour de Wilkinson en top 14. Les terribles crunchs où vraiment il nous a fusillé, cette rigueur, vraiment, cette exécution. Je suis obligé de choisir pour le coup Wilkinson qui est vraiment a bercé, on va dire, mon adolescence. Et voilà, j'ai beaucoup d'affect au-delà des qualités de chaque joueur. C'est vraiment l'affect qui parle et ce côté travailleur. J'adore ça. Donc pour moi, c'est Wilkinson. Johnny Wilkinson qui a gagné du coup des titres avec le RCT que l'UBB va affronter ce samedi soir. Mais avant de traiter de cette preview, on va commencer par remercier les personnes qui ont contribué à notre petite cagnotte Tipeee. Alors cette semaine, on a Paul, Pierre, Émilie, Xavier qui est le boss des pâtisseries Chouette Pâtisserie qui
sont rue Julaïque et rue du Pin Saint-Georges à Saint-Pierre, qu'on recommande chaudement si vous êtes des petits gourmands comme nous. Et enfin, les UBB fans, le groupe de supporters qui nous ont aussi beaucoup aidé la semaine dernière. Donc, un immense merci, ça nous aide beaucoup. Et d'ailleurs, on a pu réouvrir la chaîne YouTube des UBBistes grâce à Tipeee. Donc, vous pouvez maintenant écouter les épisodes sur YouTube Podcast, exactement comme sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, sur lesquels vous pouvez toujours commenter et vous abonner, bien sûr. Allez, c'est parti pour cette demi-finale de Top 14. Je vais te dire ce qui me tarde. Ce qui me tarde, de sentir l'odeur des merguez. Et ce samedi soir, le RCT s'est imposé 52-23 à Mayol contre Castres. Et nous les retrouverons donc samedi soir à Lyon. Bon, déjà, Yann, toi, t'en as pensé quoi de ce match et notamment de la prestation des Toulonnais ? C'était un match assez agréable à regarder, pour le coup. Mais les Toulonnais ont réussi à faire péter physiquement les Castrés, hein, c'est-à-dire dans les 20 dernières minutes, Castres a complètement pris l'eau. Et ce qui est assez rigolo, peut-être qu'on en parlera après, mais je trouve qu'il y a quand même un changement un peu de stratégie des hommes de Pierre Mignoni. Je les trouve, ils prennent un peu plus de risques que quand on les avait quittés un peu à ce quart contre Toulouse, où vraiment ils prenaient zéro risque. Là, je trouve que avec certains accélérateurs de particules comme Vanicolo ou même Jabinet, que je trouve bien en canne, je trouve qu'il y a plus de prise de risque. Bon, c'est pas, ils relancent pas de partout, mais mine de rien, ça part de plus loin, du fond de terrain, et ils ont réussi à malgré quelques scories, à embêter les Castrés là-dessus, jusqu'à les faire péter sur ces 20 dernières minutes où ils prennent cet essai et puis après ils prennent l'eau. Donc ils sont toujours aussi solides devant, mais en plus je trouve qu'avec avec quelques joueurs derrière, ils arrivent à faire plus de prise de risque et donc plus de différence. Vanicolo, et on en parlera des joueurs clés, mais il est juste en ce moment il est juste incroyable, quoi. Enfin, il marche sur l'eau complètement. Ouais, Hugo, même ressenti ? Ouais, enfin, pour rebondir sur Vainicolo, je crois qu'on a rarement vu ça. Peut-être à la grosse époque, le nom m'échappe là, du numéro 12 du Racing. Tuisova Vous allez m'aider. Tuisova, bien sûr. Quand il a vraiment explosé, on a vu comme ça un joueur qui est capable de casser 3, 4, 5, 6 plaquages et aller marquer. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un mec être capable de casser 6 plaquages, de rebondir, de faire du offload. Enfin, aussi électrique que ça, c'est quand même rarissime. Et quand tu as un factoriste comme ça, avec un gros pack devant et quelques anciens à la main, c'est quand même beaucoup plus simple. Personnellement, je trouve qu'aussi, y a des blessures qui ont fait énormément de mal à Castres, de perdre Louis Lebrun très tôt dans le match, sachant que c'est ton animateur premier qui fait une très belle saison, que tu dois basculer avec Dumora qui a énormément d'expérience, qui est un très bon joueur, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais forcément, tu t'y perds, t'as Arata qui doit basculer à l'aile, Arata qui a fait un très gros match, mais bon, t'as Dumora en 10, Arata à l'aile. Ça peut devenir compliqué, mais malgré tout, si je dis pas de bêtises, ils sont à 26-23 à l'heure de jeu. À la fin, le score est très large, mais ils sont taille-taille tout le long, même si le RCT a quand même énormément dominé ce match. Ils n'arrivent pas trop à se payer. Il y a encore ces difficultés en zone de marque. Je pense qu'on y reviendra un petit peu après. Et puis la forme de Vainicolo. Mais finalement, dans ses attitudes, avec sa capacité à faire du travers, à repiquer des courses un peu alambiquées, vous êtes supporter de l'UBB. Et moi, ça me fait penser à un Penaud. Je vous vois sourire, mais je pense que ça fait penser à un Penaud. Le style est un petit peu différent. C'est pas du frontal, mais voilà, il y a vraiment cette capacité à dominer des courses en travers, tout ce qu'il faut pas faire en école de rugby, on arrive quand même à gagner des mètres à la fin. Moi, tu sais, qui me fait penser, à l'UBB, il y a 2 ans, un Madoche Tamboué contre Lyon, tu vois, ce genre de joueur qui est pas forcément titulaire toute l'année, parce que à Toulon, t'avais des Dréan et t'avais Gabin Villière aussi, qui là n'ont pas joué. Mais tu vois, dans ce style de jeu de game changer qui peut marquer à tout moment, vraiment c'est ça, en fait, tu sais jamais quand est-ce qu'il va piquer, mais quand il pique, il le fait bien. Et nous, à Lyon, il y a 2 ans, il nous avait sauvé le match et il nous avait amené en demi-finale. Mais c'est sûr qu'après, il faut prendre le risque c'est des joueurs qui sont un peu chaotiques, quoi. Comme Damien Penaud. C'est-à-dire que dans un système, c'est plus difficile à cadrer. Donc parfois, tu vois, je pense que Pierre Mignoni, quand même, quand tu vois ses équipes, c'est quand même ça doit être très très cadré. Tu vois, il s'appuie toujours sur un énorme pack, une énorme défense. Parfois il met des ailiers qui sont peut-être un peu moins forts mais qui respectent le plan de jeu.
Voilà, là t'as un mec qui fait un peu ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'à un moment il fait une relance où il me fait un travers, il part des 22, il me fait un travers, il arrive à déborder. Et effectivement, Damien Penaud peut faire ça parfois. Parfois il peut faire, je sais pas, 200 mètres parcourus, mais en fait il a avancé que d'un mètre. Et il a battu 15 défenseurs. Mais ouais, clairement, voilà, c'est peut-être les genres de joueurs que Pierre n'apprécie pas beaucoup, mais par contre c'est tellement beau. Tu vois, ça me fait penser aussi à Ravut Tomada. Il est un peu comme ça, le joueur qui va signer des Fidji-Durea, qui va signer au Racing. C'est des joueurs que, enfin voilà, dans tout ce qui est fidjien, le talent pur, l'intuition et un physique hors norme, parce que pour faire ça, il faut avoir un physique hors norme, tout simplement. Ouais, et ce qui est bien dans cette histoire-là, c'est que souvent ça vient être compensé par Gabin Villiers en fait, qui va faire l'autre aile beaucoup plus tempéré. Je pense que là, du coup, il était un peu fébrile à mettre Tuikou et Vai Nicolo deux ailes. mais en effet, ça vient compenser. Tu mets un facteur X, t'en mets un peu plus régulateur qui va compenser justement ces manques-là et ça se complète bien. Mais je pense que la vraie force quand même de ce RCT là, c'est ce paquet d'avant qui est assez monstrueux, qui te concasse en permanence, que ce soit offensivement ou défensivement. Ils m'ont impressionné, même quand ils sont sur le reculoir, qui viennent de reculer de 5 mètres. Ça joue avec les gros directement, poum, là ça tape très dur. Moi là-dessus, je les trouve très similaires à l'UBB justement dans ce travail de sap sur le paquet d'avant où vraiment ça tape dur et ça ne laisse rien passer. C'est-à-dire que ce soit offensivement ou défensivement, ça tape. Et après, ça peut laisser les facteurs X, que ce soit LBB, Penaud ou là, Vai Nicolo, Tuikou s'amuser un petit peu. Mais c'est vraiment, quand ils explosent à la 60e, c'est parce qu'ils ont fait exploser le CO complètement devant. Parce qu'après, il n'y a plus personne parce qu'ils les ont concassés. Bah, c'est un peu le même profil de match que ce qu'on a fait nous contre Vannes à domicile, où en fait, t'arrives à l'heure de jeu, t'es à 20-20 à peu près, tu vois, et puis en fait, tu finis à 50-20 parce que t'as fait complètement craquer l'équipe adverse. Mais effectivement, Toulon, devant, alors, nous, on a un beau pack, malgré tout ce qu'on peut entendre, mais c'est vrai que devant, tu auras rien que la première ligne, déjà, elle est super impressionnante. Si on parle de la première ligne du RCT, et puis j'ai aussi envie de dire les deux premières lignes du RCT, parce que tu fasses sortir JB Gros et que tu fasses rentrer Danny Priso, tu fais sortir Kyle Sinclair, tu fais rentrer Gigashvili, on sait qu'un match maintenant c'est 23 joueurs, et on parle plus de un seul pack, mais de 2 packs dans un match, et c'est vrai que tu vois, t'es en première ligne, tu te coltines ça qui vient de rentrer, qui est frais, qui est fort en mêlée, qui est très dur sur l'homme, forcément ça t'impacte derrière aussi, et c'est ce qui peut expliquer qu'à la 60e, ils arrivent à faire basculer ces matchs. Complètement. Tu vois, je vais aussi rebondir sur un autre point. Je pense que c'était Yann qui disait que le jeu du RCT commence à devenir un peu plus complet, plus intéressant. En fait, il était extraordinaire lors des phases lors des phases préliminaires de la Champions Cup, là, dans cette période de janvier-février où le RCT marchait sur l'eau, avec aussi un Baptiste Serin qui marchait sur l'eau, mais aussi derrière un Marius Daumont qui avait pris cette place à l'arrière et qui relançait tout et qui donnait ce jeu beaucoup plus aéré avec des ailiers qui marquaient mais en bout de ligne, pas sur des exploits personnels, des essais. Elle était injouable, cette équipe de Toulon. Et finalement, le retour de Jaminet, je trouve, avec les blessures, suspensions, / tout ça de Baptiste Serin, a fait que ça a mis un gros coup de frein quand même à ce RCT. Jaminet, pas pour dire qu'il est mauvais, mais pour dire qu'il avait besoin quand même, après une telle suspension, tellement de temps sans rythme, il avait besoin de retrouver ses pattes. Et en plus de ça c'est une théorie vraiment que j'ai, quand t'as un énorme buteur comme Melvin Jaminet, ça influence ton jeu parce que tu vas moins chercher les touches, parce que tu vas moins relancer imagine le mec, il a un coup de pied de 80 mètres, forcément tu l'utilises. Donc forcément, il y a un côté réadaptation à ce style de jeu où il a vraiment fallu du temps à ce RCT, en plus de l'élimination en quart. C'est pour ça que là, ils ont fait 1 mois et demi de vraiment galère, j'ai trouvé, RCT dans leur jeu. Et là, ils se sont remis la tête à l'endroit. Melvin Jaminet, tout le monde s'est réorganisé autour de ce nouveau style de jeu. Et là, elle arrive en forme au bon moment, ça promet une belle demi. Ah mais ça c'est sûr, ouais. Gros pack. Alors après, par contre, je pense quand même que si le RCT continue sur cette lancée de jouer tous les ballons, je trouve qu'ils ne maîtrisent pas totalement leur mouvement de main, etc. Il y a quand même quelques scories encore, et je pense que ça peut être clairement un point où nous il faudra être clinique. Un peu comme on l'a fait avec le Stade Toulousain où on avait fait une montée très agressive et on s'est nourri beaucoup de leurs fautes. Quand Meafou fait tomber le ballon, c'est vrai que nous, en 2 passes, maintenant, on arrive à se retrouver dans leur but parce que je pense que, alors on n'a peut-être pas le meilleur pack d'Europe, on n'a peut-être pas le jeu le plus structuré d'Europe, mais par contre, c'est vrai que dans les turnovers, je pense qu'on est clairement la meilleure équipe de contre-attaque. Et en 2 passes,
eh bien, on peut se retrouver d'une position défensive et à switcher en position offensive extrêmement rapidement et en étant hyper efficace avec des breakers comme Jalibert, Penaud, Louis. Enfin, là, on a vraiment des joueurs hors normes. Donc, tu vois, je sais pas si Mignoni va repartir sur une stratégie qu'il avait eue un peu contre Toulouse, où je trouve que là, c'était un peu caricatural même, où c'était beaucoup de coups de pied de pression et on voulait après enfermer les autres. Ou est-ce qu'il va continuer dans sa lancée parce que il prépare il y a aussi cette volonté de forger un groupe. Il n'y a pas que cette année, il y aura les années suivantes, etc. Et donc il faut préparer ce style de jeu. Nous l'année dernière, on a appris on a appris de cette finale d'ailleurs. Et mais voilà, est-ce qu'il va rester sur un coup un peu plus restrictif contre le quart? Moi, c'est ce que je pense. Je le vois pas jouer tous les ballons parce que c'est vrai que la gestion des turnovers, je pense que ça peut être clairement un point faible pour eux et nous notre point fort, c'est-à-dire piquer sur le moins de ballons perdus, quoi. Pour rebondir sur ce que tu dis, je suis entièrement d'accord. Après, il faut remettre aussi dans le contexte que ce match contre Toulouse, il pleuvait des cordes dans tous les sens et c'était compliqué aussi de se faire des passes. Et après, c'est vrai qu'il y a quand même des choix qui ont été faits. J'ai beaucoup regardé ce match. Il y a pas mal de situations de surnombre favorables où il y a eu la volonté de la part du RCT. On sentait que c'était une consigne d'aller mettre la pression avec des petits coups de pied rasants, etc. Et je comprends totalement et c'est ce qu'a très bien fait justement l'UBB contre Toulouse. Mais là où c'est perdu Toulon contre Toulouse, c'est que certes, c'est très important de gagner l'occupation, mais il faut pas le faire au détriment du jeu. Quand tu as un 3 contre 2, un 4 contre 2, il faut le jouer à la main. Et c'est comme ça que tu vas aussi réussir à mettre la pression. Surtout que ces coups de pied ont souvent été mal réalisés. Je me souviens de coups de pied qui ont été contrés, de touches directes. Et derrière, ça a été compliqué pour Toulon contre Toulouse. Et je voudrais aborder aussi un autre point, c'est que effectivement, on a vu pendant une période moins de grandes envolées de la part du RCT. C'est que aussi la question de la confiance. Je pense que ce match de Champions Cup contre Toulouse leur a fait énormément de mal. Après, il y a eu le match au Vélodrome où c'est pareil, ils prennent un carton rouge dans le match, ils font un peu n'importe quoi en termes d'indiscipline, et puis ils se font aussi bouffer dans le jeu. Et je pense que ça les a un petit peu perdus, ils ont pris un coup derrière la tête, et on sait qu'au rugby, quand tu perds un petit peu ta confiance, et tu fais moins cette passe supplémentaire, tu vas faire moins cette chistera, tu auras moins tendance à passer les bras, tu vas te contenter d'un jeu un petit peu plus restrictif, un jeu un petit peu plus restrictif, un jeu un petit peu plus simple. Et puis il y a eu les résultats à Vannes où ça a été compliqué, cette première période complètement manquée à Pau. Et là, on sent qu'ils essayent de se retrouver. À Bayonne, ils auraient pu faire tourner, mais non, ils ont cherché à retrouver des automatismes. Et contre Bordeaux, c'est pareil, il y a eu énormément de jeux proposés. Et je pense que le staff cherche aussi à se rassurer parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de proposer un bon jeu s'ils veulent aller le plus loin possible dans cette compétition. Et je pense que la confiance commence à revenir un peu. Pour compléter ce que tu disais, on a reçu, l'épisode n'est pas encore sorti, mais on a reçu Mathieu Bastaro sur le podcast, et c'est exactement ce qu'il nous disait. Il nous disait qu'ils ont eu 4 à 6 semaines vraiment de digestion de l'échec, et qu'ils ont voulu très vite passer à autre chose, très vite mettre ça sous la nappe, et voilà, qu'ils se sont un peu posés aussi, qu'ils ont un peu discuté, ils ont accepté le fait qu'ils devaient peut-être le gagner, qu'ils devaient peut-être passer, mais c'était pas le cas, et qu'il a fallu vraiment basculer dans les têtes parce que ils avaient eu du mal. Mais voilà, par contre, là où je suis d'accord avec toi encore une fois, Yann, c'est qu'ils ont un vrai problème d'efficacité, cette équipe du RCT, qu'ils avaient d'ailleurs quand ils marchaient sur l'eau en janvier. Et là, depuis, c'est un petit peu plus compliqué. Et comme dit, si non seulement tu marques pas contre le bébé, mais en plus tu fais une scorie où tu lâches la balle, dans l'autre sens, tu te prends un essai. Donc, en effet, je pense que là, sincèrement, au niveau, si on met un pronostic là maintenant à l'instant T, l'UBB est quand même assez largement favori. On va attendre la fin avant de faire les pronostics. On va faire la compo de l'UBB et comme ça on fera chacun nos petits pronostics et évidemment que vous aurez tout intérêt à pronostiquer sur l'UBB. Mais pour revenir sur ce que disait Yann, je pense ça m'étonnerait qu'il réaligne Kukovu et Wanikolo sur l'aile avec les retours de Villiers et Dréan qui sont aptes contre l'UBB. Est-ce que pour moi Villiers ça me paraît être un no-brainer parce que beaucoup plus performant en défense, gratteur, etc. Villiers obligatoire, ouais. Je pense que lui, c'est sûr qu'il va jouer. Par contre, je comprendrais pas, même si Dréan est un excellent joueur, mais je comprendrais pas qu'on se passe de Vanicolo. Parce que pour moi, en plus, Vanicolo, tu peux clairement pas le mettre sur le banc, quoi, parce qu'il est exclusivement ailier. Donc, tu vois, t'es emmerdé si tu fais un 6-2. Alors, peut-être si tu fais un 5-3, tu peux l'installer. Mais pour moi,
si j'étais Toulonnais, vu le feu dans les jambes qu'il a, enfin, ce serait vraiment une connerie de pas le foutre titulaire quand même. C'est vraiment le joueur en ce moment. C'est le joueur des phases finales. Il y a une règle de base qui dit que dans le rugby, un homme qui est en feu, tu le laisses sur le terrain. C'est une obligation, même si c'est un mec de l'équipe C, s'il est complètement en feu, qu'il a fait truc, tu le laisses. Donc oui, Ivan Nicolo, il y sera. Et en effet, Gabin Villiers, c'est un homme de base du système de Pierre Mignoni, donc ça sera a priori ça. La question, ce sera qui saute. C'est dur, tu fais sauter Tuikovu, Dréan, c'est dur. Dréan qui a très peu joué aussi ces derniers temps. Il a que 60 minutes dans les pattes en un mois. Je crois qu'il y a quelques soucis personnels qui faisaient qu'il pouvait pas être là, par exemple, pour le match de barrage. Donc, quand tu es en manque de rythme, alors certes, il était sur le banc. Après, il y a aussi la question de la polyvalence. C'est que Dréan, il peut jouer que ailier. Et un Tuikovu, quand tu l'as sur le banc, il peut jouer second centre, il peut jouer ailier, il peut jouer à l'arrière. Et c'est très précieux dans ce type de match. Ouais, et puis Baptiste, il a besoin de son petit bébou aussi sur son bébé, le terrain. Je sais pas si son bébou. Donc ouais, non, Tuikovu sur le banc, c'est très très probable, ouais. C'était excellent. Il y a quand même un problème quand les Fidjiens ils sont européanisés comme ça là, ils en font depuis qu'ils ont 16 piges, ça part en cacahuète complet. Pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est Canal qui a mis un micro sur Tuikovu donc pendant le match contre Castres et du coup Tuikovu il engueule tout simplement Baptiste Perrin qui juge un peu trop personnel, puis à la fin il appelle Bébou. Donc c'était très très mignon avec à la fois son accent mi-fidjien, mi-toulonnais, c'était superbe. Moi, un autre facteur qui me fait un peu peur côté toulonnais, c'est rien d'autre que Esteban Abadi sur les touches. Je crois que c'est au match aller contre nous, il avait fait un gros taf. Je crois qu'à l'époque, ils avaient même encore Charles Olivon qui n'était pas encore blessé. La conquête, ça va être primordial et j'ai bien peur qu'il nous embête quand même pas mal là-dessus. Ouais, clairement. Abadi est vraiment un super contreur. Ribans aussi, mine de rien, c'est un sauteur de haut niveau et puis il lift. Tu vois, chez nous on pourrait le comparer un peu à Coleman, donc c'est vraiment un mec solide. Donc en touche, en compte, ça me fait peur. Après, leur talon, si on arrive à faire monter des blocs-sauts, c'est pas non plus assurance tout risque entre Bobigny et même Ivaldi, etc. Donc bon, ils ont ce côté un peu aléatoire. Je pense que un des points déterminants de notre pack, ça va être bien sûr Petit, quoi. Ses annonces, comment il va gérer les zones de saut, parce que il faudra à tout prix éviter ce Abadi qui monte vite, quoi, qui est très pénible et qui monte vite. Ça va être un gros duel, ça fait partie pour moi des duels à suivre. Abadi effectivement et Petit, on sait que c'est les deux leaders de touche principaux de leurs équipes. Après il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que effectivement si Toulon fait le choix de venir contrer et sauter, il se fragilise derrière dans la lutte au sol et notamment sur les ballons portés. Donc il va falloir aussi voir les choix qui vont être faits parce qu'on sait aussi que Bordeaux peut être performant sur les ballons portés et on voit que par exemple de mémoire contre Northampton à la fin les Anglais ne sautaient plus justement pour être plus solides en bas. Donc on va falloir voir les choix qui vont être faits et aussi je pense que ça va dépendre du scénario du match. Si tu vas au contre sur la première touche, que tu arrives à le contrer et que tu récupères le ballon, ça peut t'inciter aussi à le faire derrière. Si en début de match, tu te retrouves avec une touche à 5 mètres, tu fais le choix de sauter et derrière tu te fragilises et tu prends un essai sur ballon porté, derrière ça peut aussi te fragiliser et tu peux avoir tendance un peu à refroidir tes ardeurs sur la suite. Donc, mais en tout cas, ça va être un magnifique duel parce que c'est deux super joueurs de touche et qui sont essentiels pour leurs équipes. Ouais, et c'est marrant, toi, ça va compléter ce qu'on disait avant, c'est que on parle d'un match où on va parler que de Veil Nicolo, de LBB, de Penaud, des arrières, alors que c'est littéralement un match d'avant et que ça va se gagner là-dessus. Et c'est vraiment la clé du succès. Que ce soit d'ailleurs touche, mêlée, conquête de manière générale, ça se joue là-dessus, j'en suis persuadé. Ils sont comme contre le Stade Toulousain. On a vu nos trois quarts qui ont brillé, mais en fait, la guerre au sol, c'est nous qui l'avons gagné. En mêlée, on a été solide notamment quand Big Ben est rentré. Touche, pareil. Donc effectivement, de toute façon, il n'y a pas de choix. Si t'as pas de ballon, tu peux pas jouer. La demi de Champions Cup, c'est la défense de l'UBB. C'est là-dessus qu'il gagne. C'est extraordinaire. J'ai jamais vu le Stade Toulousain aussi stérile. Jamais vu. C'est ça, ouais. C'est Lucu qui plie en deux Alexandre Oumat 3 fois dans le match. C'est improbable, ça, par contre. Tout le match, ça a été ça. Et peut-être dans la vie, effectivement, la guerre des rucks, c'est là où nous, on
performe très très bien quand même depuis l'arrivée de Yannick Bru. Ça va être primordial. Autre point peut-être côté RCT que vous avez à mettre en avant chacun, si vous en avez un. On parlait de la difficulté à être efficace et effectivement, je pense que dans ce type de match, ça pardonnera pas. C'est-à-dire que si tu es en zone de marque et que t'arrives pas à marquer, ça peut, face à une UBB qui est souvent clinique, ça peut vraiment faire la différence. Twikuvu, c'est vrai qu'on a rigolé un peu de cette phrase, mais elle a énormément de sens parce qu'il dit à Baptiste Serin, qui est un des leaders de cette équipe, arrête de jouer tout seul. Ça fait 2 coups, 2 situations où il pousse au pied, etc. Alors c'est extraordinaire quand ça fonctionne. Mais là, il a tenté 2 fois, c'est 2 bons ballons où ils sont dans l'avancée, et 2 fois, c'est raté. Attention, parce que des balles comme ça, on n'en a pas 10 000 dans un match. Alors, évidemment, Serein peut les réussir samedi, et ça te fait basculer la rencontre. Mais voilà, un match, ça se construit aussi. Parfois, il ne faut pas aller trop vite. Mignoni le disait aussi pendant le match. Donc, pour moi, cette capacité à être efficace, ça va faire la différence. Et la question, comme dans beaucoup de matchs, mais de l'occupation, ça va être primordial. On a vu, pour parler d'un autre match, mais de Bayonne-Clermont, Bayonne qui joue le match et qui termine à 72% d'occupation et qui fait que 40 plaquages dans le match, même si pareil, il pleuvait énormément. En fait, Clermont ne pouvait pas jouer derrière. Et c'est aussi ça ce qu'a très bien fait Bordeaux dans son match, ce qu'avait fait notamment Toulouse dans son match contre le RCT, c'est effectivement gagner cette bataille de l'occupation. Et ce qu'a aussi très bien fait l'UBB dans son match contre Toulouse, c'est que effectivement ça a joué très bien les ballons de récupération, mais il y a aussi énormément de jeux au pied de la part de Jalibert pour venir occuper et bloquer Toulouse dans son camp et les obliger à jouer dans leur camp. Donc pour moi, ça fera vraiment partie des clés, la capacité à être efficace, de marquer dans ses temps forts et aussi à gérer l'occupation. Mais cette partie sur l'occupation, ça va aussi dépendre de ton entame de match et de qui prend le score. C'est vrai que nous, on a pu cantonner Toulouse dans son camp parce qu'on a eu cet éclair de génie de Jalibert et le bébé et Samou au retour des vestiaires qui t'a fait prendre un peu le large. Et derrière, en fait, t'as Jalibert et Lucu qui ont plus qu'à distiller des ballons pour garder Toulouse loin de nos 22 mètres. Donc, il va y avoir aussi la physionomie qui va aider et surtout cette entame de match. Faut savoir que nous, du bébé, est-ce qu'on va être directement dedans, sachant que nos titulaires, depuis la finale de Champions Cup, ils ont que le match de Vannes. Donc en un mois, ils ont fait un match quasi complet, encore pas tous. Ça va être un gros souci. Est-ce qu'on va manquer de rythme ? Est-ce que ce sera plutôt aussi les Toulonnais qui vont être fatigués parce que eux, mine de rien, à l'inverse, c'est plutôt leur 4e match consécutif avec une équipe quasi type après le match contre Bordeaux, le match à Bayonne et ce match de barrage. Ça va être primordial dans la stratégie de jeu. C'est sûr qu'on va se faire secouer au début, forcément. Nous, le dernier match à haute intensité, c'était Northampton. Après, alors que Toulon, ils sont déjà en mode phase finale. Par contre, plus le temps du match va augmenter, plus je pense que nos chances augmentent aussi. Parce que forcément, eux, ça fait 23, leurs 23 types, ça va faire 4 matchs affilés. Donc forcément, sur la fin de match, ils risquent de souffrir. Par contre, c'est vrai que les premiers impacts, il faudra bien commencer nous, pour pas qu'on se fasse, que tout le monde prenne le score et après gère le match. Voilà, il faut que d'entrée, d'ailleurs, je pense que nous, une des stratégies, c'est que je pense qu'on va se rapprocher de la finale de Champions Cup, ce qu'on a fait en première mi-temps. Je pense qu'on va essayer d'imposer un rythme effréné pour sur la longueur essayer de les faire péter physiquement. Je pense qu'on va partir là-dessus et quitte à gérer plus en deuxième mi-temps. Voilà, je vois clairement un match comme ça avec tu vois, ne pas les laisser respirer. Si le match commence à être haché, je pense qu'on sera perdant. Dans le sens où ils sont meilleurs sur les fondamentaux potentiellement, etc. Donc il faudra mettre du rythme pour essayer de les faire péter. Ouais, pour rejoindre ce que tu disais, je suis d'accord avec toi. Ça va être, cette entame de match, elle va être primordiale parce qu'en effet, vous manquez de rythme et je pense qu'on se rend pas compte de ce que ça fait un mois sans match à haute intensité. Surtout un match à haute intensité, une semaine de bringue, un déplacement en mode plaisir, enfin un déplacement dans une réception en mode plaisir de Vannes. Ouais, tu mets 4 semaines. Nous, enfin moi je suis prépa physique et kiné, je sais très bien que c'est le rythme qui compte dans la performance. C'est vraiment très 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 important. C'est pour ça que les mecs ils font 3, 4, 5 matchs amicaux avant le top 14. Donc ça va être un vrai problème. Mais tu vois, par exemple, de l'autre côté, c'est exactement ce que tu disais, fin de match intéressante. Surtout que il est pas habitué, Pierre Mignoni, à faire tous ces changements d'un coup. Je crois que sur le match contre Castres, il fait sortir sa première ligne à la 50e.
Et après, t'as tout le reste qui sort 60, 65, 67, trucs comme ça. Donc du coup, t'as quand même des mecs qui vont jouer 60, 65 minutes, qui ont déjà 4 matchs pleins des titulaires dans les pattes, qui vont être un peu costauds. Et c'est là, cette entame de deuxième mi-temps, où justement l'UBB en général met un petit coup d'accélérateur qui fait mal. Ce 40-60e, il risque d'être crucial et peut-être au bénéfice de l'UBB. Écoute, on se souhaite de refaire une entame de deuxième mi-temps comme ce qu'on a pu faire du coup en demi contre Toulouse. Pour rappel, cette saison, il y a eu 2 confrontations entre l'UBB et le RCT. Donc au Boxing Day où l'UBB avait gagné à domicile de 4 petits points, ça avait été compliqué, mais c'était du coup la grosse période aussi du RCT, avec comme Hugo tu le disais, avec Baptiste Sorin qui était en feu, avec Daumont aussi qui marchait sur l'eau. Ils avaient encore Charles Olivon, mais toujours est-il qu'ils nous avaient bien accrochés à domicile. Et du coup le deuxième c'était il y a 2 semaines, donc la réception de Toulon d'une UBB un peu en gueule de bois avec une équipe largement remaniée, où ils avaient gagné du coup 27-10 sans le bonus offensif qu'ils n'avaient pas réussi à avoir ou qu'ils n'avaient pas voulu avoir, tellement ils avaient fait de scorer sur ce match. Ce qui était le vrai objectif du match d'ailleurs, parce que pour moi c'est une victoire de Bordeaux, de ne pas avoir concédé le point de bonus offensif qui pouvait tout changer sur la dernière journée. Alors certes, le RCT dans un discours un petit peu formel disait qu'il pensait pas forcément au bonus offensif, etc. Mais si on regarde mathématiquement, je suis persuadé que le premier objectif de ce match face à une équipe à moitié remaniée, justement, on s'attendait à une équipe totalement remaniée de Bordeaux, mais ça montrait à quel point ça pouvait être important. C'est qu'il fallait empêcher à tout prix pour Bordeaux le RCT d'avoir une victoire à 5 points, et c'est ce qui a été fait. C'est pour ça que je suis pas persuadé on parlait de confiance tout à l'heure après justement cette élimination en quart. Est-ce que ce RCT a retrouvé vraiment la confiance, même si évidemment que cette victoire contre Bordeaux et que cette victoire contre Castres y participent, mais entre-temps, ils ont quand même perdu notamment à Bayonne. Est-ce qu'ils ont pu vraiment faire le plein de confiance depuis ce quart? Après, déjà, ils ont passé cette barrière mentale du barrage. Ouais, je pense que c'était vraiment très important, et même pour le groupe. Mine de rien, t'as des grands joueurs. Baptiste, il a pas connu beaucoup de matchs de phase finale, il n'a pas gagné beaucoup. C'était son premier, alors en championnat, parce que c'est vrai qu'en Challenge Cup, ils sont allés au bout, mais tu vois... je pense que ça a dû faire du bien à tout le monde côté Toulon de passer ce barrage. Alors après, à voir comment ils vont aborder cette demi-finale. Est-ce que ça va être totalement sans pression, ou est-ce que voilà, il y a ce côté bon, c'est bon, on a fait le taf quoi. Et est-ce qu'il y aura un relâchement ou pas? Bon, ben on verra. On aura une réponse assez rapidement. Quoi. J'y crois absolument pas, ce côté relâchement, manque de confiance, je crois pas. Toi, par exemple, j'y crois pour l'Aviron Bayonnais, qui a gagné son top 14 en gagnant ce demi, et tu vois, les mecs, ils ont fêté ça comme s'ils avaient gagné un titre. Là, je les vois presque relâchés, parce que ça y est, ils ont fait ce qu'ils vous allaient faire. Ils n'étaient pas tout de suite focus sur, non, attends, la semaine prochaine, on joue, etc. Non, ils ont gagné, tu vois. Là, le RCT, tu les sens quand même plus en mission. Ils ont perdu l'année dernière, ils savent ce que ça fait, ils arrivent en demi, je les vois beaucoup plus... concernés, et enfin j'y crois pas sincèrement à ça, mais oui, ça promet d'être intéressant. Je pense que ce qui va faire la diff, moi j'en suis sûr, c'est ce banc de l'UBB là. On parlait de travail si on passe un peu sur le côté UBB, ce banc de l'UBB va faire tellement mal à ce RCT un peu fatigué. Je le vois déjà comme ça, exactement comme contre Northampton. Bah écoutez, on peut du coup passer à la compo, transition toute trouvée de l'UBB. C'est parfait, on sent que ça bosse sur des podcasts. C'est des pros là, on est avec des pros. Du coup, ce que je vous propose, c'est que je vous fais une petite compo de l'UBB, vous me dites ce que vous en pensez, si vous avez des modifications à faire ou pas. Alors, d'abord, il faut partir du fait que notre infirmerie a été plus ou moins remplie là sur les 2 semaines qui ont suivi la finale de Champions Cup, avec notamment Maxime Lucu qui est blessé depuis cette finale et qui a eu un beau pépin à la cuisse. On l'a vu s'entraîner ce lundi. Nous, on enregistre du coup lundi soir, donc ce lundi, il s'est entraîné avec un joli bandage sur la cuisse, mais a priori, d'après Sud-Ouest, il devrait être apte et reprendre vraiment l'entraînement collectif ce mercredi. Donc ça devrait pas trop poser de soucis, sachant quand même que Maxime Lucu, si on l'a pas, c'est pas la même si on avait vu que Yann a fait un bon match contre Vannes, ce sera plutôt compliqué. Pour donner des nouvelles aussi, Adam Coleman passait des tests aujourd'hui, ce lundi, donc on va attendre les résultats, mais potentiellement, il faudra se passer de notre géant australien. Sipili Falatea, lui, était bien à l'entraînement, donc sa commotion semble être de l'histoire ancienne, donc ça devrait être bon, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle
parce que Taufa c'est bien, mais c'est que 10 minutes, un quart d'heure. Qui d'autre? Louis Bielbiarré, lui, il y avait eu des petits doutes pendant le stage à Cabreton. Il semble aussi être remis toujours par rapport à ses maux de tête, malaise. On ne sait pas bien ce que c'est, mais apparemment, il y a eu encore une alerte la semaine dernière. Romain Buros, lui, est bien remis. Donc voilà pour les updates côté infirmerie. Donc en partant de ça, je vous propose la première ligne suivante. Je peux rebondir juste Ouais, avant. vas-y. Ce que ça montre, moi je trouve, quand on parle de 2-3 mecs qui sont pétés à l'entraînement, ce que ça montre, c'est que on n'arrête pas de dire que ça fait un mois que l'UBB est pas dans la haute intensité. Autant dire que Yannick Bru, il les a mis très 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 sévèrement dans la haute intensité, et tellement que ça a pété. Donc je pense qu'ils se sont envoyés comme des animaux pour retrouver cette intensité, justement. Que tu parles, tu as des duels où vraiment la place de titulaire, elle se joue à pas grand chose dans ce 15 type de l'UBB. Donc je pense que c'est ça qui a fait de la casse, parce qu'ils ont fait de la haute intensité quand même. Coleman est blessé Ouais, à c'est ça. l'entraînement, hein, c'est ce qui est sorti. Ouais, à l'époque. Voilà. Mais de toute façon, c'est ce que a dit Thibaut Giroud. Hein. Il a dit que c'était impossible de laisser les mecs sans rien. Donc, c'est-à-dire que cette semaine, la semaine dernière, ils ont vraiment refait du physique. Là, ils vont faire des entraînements costauds. Et si on passe, parce que sinon ce sera la vacance. Mais si on passe la semaine d'après, c'est pareil. C'est-à-dire après, il a un peu l'habitude. Hein. On peut lui faire confiance. Ouais. C'est un très bon point ce que tu as soulevé, Hugo, parce que c'est vrai que nous, sur Instagram, tout le monde a vu jeudi soir, ils sont tous à la corniche, ok, c'est encore en train de bringuer, etc. Effectivement, hein, je pense que le stage à Cabreton, c'était pas pour enfiler ils ont fait un match, des palles. Je vous l'annonce, ils ont fait un match 60 minutes, 15 contre 15 avec des remplaçants et tout, c'est sûr. Ouais, complètement. Donc, on peut compter sur le staff pour être passé à autre chose après effectivement ce succès en Champions Cup. Du coup, en première ligne, ça nous ferait du. Alors, pour le coup, la compo va être très classique. Il va pas y avoir énormément de surprises, mais du coup, en première ligne, ça ferait du Poirot, Lamotte, Falatea, exactement comme en finale de Champions Cup. Parfait. Logique. Moi, c'est ce qu'il faut. En plus, tu gardes Big Ben sur le banc. Je pense qu'en sortie de banc, il est incroyable. Bah, c'est vrai que c'est la vraie bonne nouvelle, hein, quand même. Si Falatea est apte, c'est-à-dire que tu peux garder Big Ben sur le banc, que tu peux le garder aussi que, entre guillemets, 30-35 minutes. Donc, c'est là où il est le meilleur et qui va impacter cette fin de match. Là où on a dit en plus que, justement, le RCT en phase va peut-être être un peu fatigué. Donc, si tu as du Big Ben qui les enfonce, là, entre la 40e et la 65e, ça peut leur faire très mal. En deuxième ligne, alors, du coup, je pars du principe que Coleman ne sera pas apte, qu'on espère le voir du coup pour la finale. Après, ce serait une bonne surprise et je pense qu'il sera titulaire quoi qu'il arrive s'il est apte. Mais du coup, Johnny Gray, Cyril Cazot, Johnny Gray qui a peu joué, ou en tout cas, il était vraiment pas dans le 23 type sur les matchs importants. Il a un peu joué avec l'équipe un peu remaniée. Mais du coup, vu qu'il a pas mal joué avec Cyril Cazot aussi en première partie de saison et qu'il avait été très bon, moi je le mettrais titulaire directement. Et il a faim, il est frustré de pas faire partie des 23, etc. aussi. Et c'est des problèmes de riches, on va dire, hein, parce que c'est un joueur exceptionnel qui a quand même un paquet de sélections avec l'Écosse, qui fait une très belle première partie de saison. Sauf que quand t'as Coleman et Cazot qui pareil, fait une super saison, c'est compliqué. Mais pour autant, je pense pas qu'il soit en tongue à l'entraînement. Et à mon avis, même pour lire justement Bru dans l'équipe, voilà, quand tu sais que t'as un joueur comme ça en réserve, ça te rassure. Et d'ailleurs, c'est un excellent défenseur, ça pourrait être très utile. C'est là quand même que tu vois que l'UBB est devenu une grosse équipe, à l'image du Stade Toulousain. Quand ta quatrième option en deuxième ligne, c'est un international écossais, t'es quand même pas trop mal. Impossible pour vous de voir une deuxième ligne Cazot-Beauchaton ? Pour moi, non. Pour moi, je pense que il a trouvé un peu sa formule sur le banc, et je trouve que Beauchaton, quand il rentre, il amène cette hargne et cette vitesse, notamment dans défensif, etc., sur les plaquages. Donc, je le vois pas changer trop sa formule. Bon, je vais pas. Ça dépend ce qu'a fait la troisième ligne de Cyril. Moi, j'aimerais voir quelque chose en troisième ligne et voir quelqu'un re-rentrer qu'on n'a pas vu en finale de Champions Cup. Et pour répondre aussi à ta question, en fait, il apporte aussi une polyvalence en sortie de banc où il t'offre une solution en deuxième, troisième ligne. Et comme l'a dit Yann, en fait, ça fonctionne comme ça. Il a trouvé un équilibre qui est quasi parfait, ou en tout cas qui fonctionne. Donc moi, je changerai pas non plus. Et c'est vrai que si t'as Johnny Gray, c'est quand même un remplaçant de luxe. Quand on se disait qu'en première partie de saison, c'était peut-être notre meilleur recrue et que c'était un de nos meilleurs joueurs. Alors c'est vrai qu'on l'a un peu moins vu depuis les 6 Nations où il avait été appelé avec l'Écosse.
Mais pour moi, c'est quand même une valeur sûre et je suis pas du tout inquiet quand je me dis qu'on l'envoie en deuxième ligne titulaire. Non, mais c'est comme me dit Hugo, hein, c'est là où on voit que notre effectif s'est vraiment bien étoffé et enfin là tu remplaces par un mec qui enfin, c'est un international quoi. Donc voilà, c'est pas comme tu vois il y a des joueurs où je sais qu'on est un peu plus sensible et je suis content que tout le monde arrive en forme, tu vois. Déjà je suis content que Falata revienne, je suis content que Max revienne, voilà. Il y a des joueurs clés mais là en seconde ligne pour le coup on a quand même une densité qui est assez folle. Ouais. En troisième ligne, je vous propose, et je vais faire plaisir à Yann, Pizzamou, Guido Petit et Marco Gazzotti. Donc du coup, vous l'aurez compris, Mamad Diaby qui était titulaire sur l'ensemble des phases finales de Champions Cup. Avec le retour d'un autre joueur qui sera probablement sur le banc, il sera hors feuille pour moi. Ça a été le cas, en fait, ça a été le cas à Vannes, enfin contre Vannes. Du coup, je me dis que dans la logique, Vannes c'était aussi pour préparer ses phases finales et qu'il va continuer avec cette compo-là. Bah moi ça me va, voilà. Je pense que Mamad qui a fait une superbe saison sur les 2 matchs les plus importants, je trouve qu'il a, ce que je l'avais déjà dit, hein, mais je trouve qu'il a atteint un petit plafond. Alors bien sûr il est toujours aussi combatif, il est toujours aussi présent au niveau des rucks, mais Gazzotti le fait, sauf que Gazzotti porte mieux le ballon. Je le trouve plus adroit et je le trouve plus dense au plaquage. Je trouve qu'il arrive à gagner ses duels. Donc face à une troisième ligne qui est assez épaisse entre Ludlow, Fangundo Issa, je pense qu'on aura besoin de cette densité de Gazzotti. Diaby qui a pas joué depuis la finale. Hein. Vas-y. Il me semble, si je dis pas de bêtises, il me semble que Diaby n'a pas joué depuis la finale contre Northampton. Donc en termes de Même rythme, contre Toulon C'est exact. Ah ouais, d'accord. Ouais, je crois qu'il était rentré contre Toulon, mais non. Ok, bon, moi ce que j'ai c'est 30 minutes et un carton jaune en finale contre Northampton. propre. Donc Bon. Il est branché. Moi j'ai du mal à je connais beaucoup moins l'UBB que vous et leur rotation et le rôle de chacun. J'ai du mal à me dire que tu changes ton équipe alors qu'il était titulaire face à Toulouse, qu'il était titulaire face à Northampton, qu'il fait partie de ton truc. Et Mamad Diaby, alors oui bien sûr il a pas de main, mais il le sait lui aussi et tout le monde le sait. Mais par contre voilà, je pense qu'on se rend absolument pas compte de l'impact qu'il a, mais même pas dans le duel. Alors quand même, tu trouves que Gazzotti est plus dur au contact que Mamad Diaby? C'est quand même costaud, hein, Mamad Diaby. Quand tu te le prends, ça te retourne. Et surtout dans les nettoyages des rucks, dans les rucks aussi défensifs, il a un travail monstrueux, un peu vrai, mais pour le coup vraiment invisible, encore moins, tu vois, qu'un François Cros. Mais voilà, moi ça me paraît très. J'ai l'impression qu'en plus Gazzotti, il est très bien dans ce rôle d'impact player qu'il a depuis presque 2-3 mois, même quand ils vont jouer contre Toulon, il est impact player. Je verrais plutôt moi un Mamad Diaby et un Gazzotti sur le banc, mais oui, ça veut dire que tu laisses sur le hors groupe Tatafou pour. Voilà, Exactement. en fait, c'est ça. C'est la donnée qui change tout par rapport à tes phases finales de Champions Cup, c'est que tu as un Tevita Tatafou qui est revenu et qui est revenu fort et qui t'offre, du coup, tu vois, on mentionnait Big Ben qui débarque à la 40e avec un RCT un peu fatigué. Et bien sur le banc, si tu as aussi un Tevita Tatafou qui débarque à ce moment-là, plus un autre petit taureau qu'on citera un peu plus tard, bah, ça t'offre quand même des gros porteurs qui peuvent déménager et faire très très mal en face. Et tu vois, et du coup, est-ce que tu préfères Gazzotti ou Diaby? Moi, je préfère quand même Gazzotti, quoi. Parce que Diaby, c'est vrai que t'as toujours un peu cette incertitude, que c'est toujours un peu à la limite. Pour moi, c'est clairement lié justement à cette notion, parce que quand on avait Ulbru, c'est vrai qu'il est extrêmement attaché à cette notion de gros porteur et cet équilibre entre les porteurs. Du coup, comme il avait Coleman sur le terrain, il avait du Mamad Diaby, Samou, etc. Il voulait quand même que quand on sorte Coleman, il puisse faire rentrer un joueur comme Gazzotti qui est un peu plus dense, mine de rien, que certains troisième lignes. Donc là, est-ce que alors après tu me diras c'est suffisant hein, quand t'as du Big Ben, parce que pour moi Van Dresbourg c'est pareil, c'est un gros porteur, on en parlera plus tard, mais du coup il a cette faculté. Après, moi je trouverais pas ça scandaleux que Mamad soit titulaire. Hein. On s'entend bien. Je préfère Gazzotti. Après, si c'est Mamad, il y a une certaine logique, hein, parce que c'est vrai qu'il a fait tout. Mais je pense que le dernier match à Vannes, le retour de Tatafou est une indication. Et après, il faut voir aussi, mine de rien, il y a quand même une différence top 14 Champions Cup. On voit par exemple un Samou, même s'il est très performant cette année,
il est quand même beaucoup plus à l'aise dans le système Champions Cup qu'en top 14. Alors est-ce qu'il va vouloir se passer de Tatafou qui est plus top 14 compatible finalement? On verra. Parce qu'il n'y a pas de pépin physique pour Diaby, vous pouvez le confirmer, vous? Parce que, effectivement, si on regarde juste les feuilles, et ben, pour le coup, Gazzotti était déjà là sur le banc pour jouer Toulon, et effectivement, il a joué 66 minutes contre Vannes, et finalement, la finale contre Northampton, là, je l'ai fait sous les yeux, il a joué plus que Diaby, il joue 40 minutes. Donc, si tu comptes sur Diaby comme titulaire, effectivement, sur la demi, je trouverais ça curieux de ne pas lui avoir fait de feuille de match sur les deux opportunités qu'il a pu avoir derrière. Alors, effectivement, il y a la question de la discipline, c'est pas nouveau pour Diaby, on le sait. Il y a quand même un épaule-tête qui a été vu dans le stade après, mais qui n'a pas été sanctionné. Il y en a un deuxième où il y a eu un carton. Est-ce que, de la part du staff, il n'y a pas aussi des interrogations autour de ces notions-là? Est-ce que ça pourrait être une sanction? Je ne sais pas, parce qu'après, effectivement, il est toujours aussi important aussi dans cette agressivité au sens positif du terme, pour nettoyer les rucks, etc. Et la discipline, quand en face, on y reviendra, Hugo, tu avais commencé, mais on a un Melvin Jaminet qui prend tout à 50, 55 mètres. Ça peut aussi faire partie des facteurs. C'est dur de se positionner. Voilà, si on essaye de prendre juste un petit peu de hauteur et qu'on essaye de regarder les feuilles de match et trouver un petit peu des indicatifs, si pas de blessure de la part de Diaby, quand même curieux, je trouve, qu'il ne participe pas à aller aux 2 dernières feuilles de match. Très vrai. Ouais, mais tu l'as dit. Je pense que c'est un indicateur qui montre, pour moi, qu'il ne sera pas en demi-finale de top 14. C'est tellement important le rythme, tu vois. On l'a vu, nous, sur les matchs de phase finale, que ce soit la demi, la finale. Tous les matchs qui précèdent ces gros matchs, on a envoyé notre équipe type pour justement qu'il y ait un maximum de... Tout le monde basse, même le Loup avant de jouer, ils ont été très critiqués pour ça, parce qu'ils ont fait tourner, enfin en tout cas ils ont mis une équipe mixte contre Pau à domicile, mais derrière, quand ils vont à Paris, c'était pas pour avoir la tête de Paris comme on a pu beaucoup le dire, c'était juste que eux, leur objectif c'était la finale de Challenge Cup, ils ont mis la grosse équipe. En Angleterre c'était pareil, Bath et Northampton ils avaient fait tourner 2 semaines avant et ils avaient mis leur meilleure équipe une semaine avant, c'est ce qui se fait dans tous les clubs. Leinster. Qu'est-ce qui a été dit derrière? Que c'était une énorme connerie. Donc bon, je pense qu'on a pas mal d'exemples qui servent à ça. Autre club qui l'a pas fait, ça m'a tellement étonné, c'est le Stade Toulousain qui a envoyé une équipe très mixte à Perpignan, alors que c'était le dernier match préparatif avant. Je suis très étonné aussi. C'est vrai. J'étais hyper étonné de voir ça. Bizarre, alors qu'ils sont en manque de confiance, qu'ils la recherchent. Voilà, on va pas changer de match, mais il y a quand même une équipe qui l'a pas fait, ça m'a vraiment surpris, donc je suis d'accord avec vous. Pareil, complètement d'accord avec toi, Hugo, là-dessus. Bon, on verra si le paye vendredi soir. On fera un petit prono d'ailleurs aussi sur ce match-là, parce que ça m'intéresse. Mais voilà pour la troisième ligne. Je pense que ce sera Gazzotti, Samou Petit, et qu'on aura... on fera dans le banc après. Concernant la charnière, là je vais vous surprendre, Lucu Jalibert. Ouais, énorme. Et je peux même continuer sur l'ensemble de la ligne des 3/4 avec du LBB, Moefana, De Porter, Penaud et Romain Buros derrière. Comme ça, c'est fait parce que il n'y a jamais trop de surprises là-dessus. Quelque chose une objection? Non, aucune. Le retour de Buros quand même qui fait vraiment du bien parce que tu vois que la finale contre Northampton, ça a bien déséquilibré les lignes arrière et ça va qu'ils ont complètement étouffé Northampton parce que c'était quand même beaucoup moins... cadré et propre et clinique avec LBB en 15 et retiré à l'aile. Mais les 20 premières minutes de Buros sont superbes. C'est un délice contre Northampton. Il sort trop tôt, mais c'est un régal. Et effectivement, LBB est bien moins performant que Buros en 15. Et en plus, Etchegaray qui vient de gagner un titre avec les Espoirs. Bon, je suis pas sûr qu'il soit très apte là pour jouer une demi de top 14 vu les stories Insta qu'on a pu voir de la part de tous les espoirs, quoi. Dans ces 20 premières minutes, quand même, Buros, il y a ce coup de genou pleine tête contre un Anglais, ça c'est quand même le fait de match. Ça, on avait eu un débat du coup avec les supporters toulousains. Est-ce que c'est intentionnel, pas intentionnel? Mais jamais de la vie, jamais. Impossible. Impossible pour moi aussi. Mais ouais, par contre, c'est vrai que c'est un retour important parce que comme vous l'avez dit, Louis, c'est clairement pas encore un poste qui maîtrise, le poste de 15. Dans la couverture, il est vraiment un peu en retard. On aurait pu sur Pollock, heureusement qu'il siffle, qu'il part devant, mais en fait c'est parce que Louis il est en position d'ailier et qu'il a oublié qu'il était 15, quoi. Et donc c'est vrai que tu perds en plus donc vraiment l'organisateur derrière, parce que c'est lui qui place tout le monde, c'est lui qui gagne tous les duels aériens et qui est un peu un deuxième 10. Et en plus,
tu perds Louis, qui est probablement avec Penaud l'un des meilleurs chasseurs au monde. Il y a Freeman aussi qui est dans ce cadre-là, mais qui est un des joueurs qui harcèle le plus, que ce soit sur les ballons hauts, sur la retombée. Tu sais que si tu fais un en avant, ben lui il est juste derrière, il peut te taper dans le ballon et puis après c'est terminé. Donc voilà, tu perds en plus la qualité de Louis et tu te prives de, je pense, un des organisateurs de notre jeu, notamment de la gestion des turnovers, qui est Romain Buros, quoi. En face, en plus, tu as le long jeu au pied de Jaminet. On parlait de l'occupation. C'est très important d'avoir la qualité de lecture et de couverture de Buros, en plus de ses aptitudes dans le jeu aérien. Clairement. Ouais, puis même en termes de relance, ouais, c'est sûr que Buros est plus performant que Louis. Louis, moi, j'attends qu'il confirme ce qu'on a vu contre Vannes, c'est-à-dire être super performant sur les ballons aériens. J'espère qu'il va continuer sur cette lancée parce que c'était un vrai progrès qu'on avait vu sur ce match-là. Donc bon, un match, c'est pas encore significatif, mais si ça peut continuer dans ce sens, ce sera très bien. Et puis après, là, on est content là quand même parce que enfin, on le dit à chaque fois, hein, on l'avait dit avant la finale, on l'a dit après la finale, on a notre charnière qui est en forme, où il n'y a pas de blessés, et où tu as notre 10 qui marche sur l'eau, et Max aussi. Donc voilà, là c'est vrai que à la différence de pas mal d'années avant, on arrive à avoir un 23 type qui est en forme, avec peu de blessés, des mecs qui ont même pu faire un peu de frais. On a vraiment bien géré l'effectif cette année, et alors on a de la chance un peu parce que bon, les blessures, il y a ce côté chance un petit peu. Mais en tout cas là c'est impressionnant. Là on est vraiment dans je sais pas si on arrivera à être aussi bien dans des conditions aussi parfaites, c'est-à-dire qu'on a pu gérer les mecs, on est directement en top 2, si on arrivera à avoir ça l'année prochaine, etc. Donc vraiment je pense qu'il faut qu'on arrive à surfer là-dessus parce que là on a une chance qui est, sachant en plus que nos adversaires, Toulon, eux ils vont enchaîner leur 4e match d'affilée, Toulouse ils ont des blessés majeurs, Bayonne pareil ils enchaînent énormément, donc là on a vraiment une chance de faire quelque chose de très grand. Ouais, complètement. Voilà. Mais là, tu vois, quand j'ai fait la moue là en mode, quand t'as dit chance, oui, bien sûr, sur le croisé d'Antoine Dupont, sur le croisé de Peato Movacar, là, oui, c'est juste faut t'as pas de chance. Mais vraiment, cette UBB, elle est construite pour jouer les deux tableaux, pour être performante à la fois en top 14 et à la fois en Champions Cup, pour assurer quasiment sa première place de Champions Cup très tôt en phase de poule, et du coup pour gérer un peu tout ça et mettre le bonus quand il faut gagner le bonus, pour être dans le top 2 toute la saison du top 14 et du coup avoir des matchs où tu peux un peu plus réguler tranquillement. Enfin ça c'est vraiment une profondeur d'effectif, et être dans le top dès le début de saison pour pouvoir te gérer tranquillement, la période de doublon parfaitement gérée. Enfin, pour moi, tout ça, c'est pas un hasard, tu vois, si elle arrive en forme. Et c'était un des gros problèmes de l'UBB avant. Et c'est juste une preuve de maturité du club pour moi. Ah ouais, qu'est-ce qu'il est bien construit cet effectif quand tu vas chercher un Van Rensburg comme ça. Mais c'est incroyable, quoi. Tu te dis, tu fais un petit peu tourner ton effectif, on enlève Moefana, mais Van Rensburg, mais c'est magnifique. C'est magnifique. On a Coleman qui est blessé, ça pourrait être alerte rouge partout, c'est un gros porteur de balle, il est très important. Tu mets Gray, 80 sélections avec l'Écosse, de l'expérience. Franchement, je trouve c'est effectivement aussi beaucoup de travail de la part du club d'avoir fait ça. Et puis même quand on voit, vous en avez peut-être déjà parlé, mais comment est en train de se construire l'effectif pour l'année prochaine, c'est pas en train de se calmer. J'ai vraiment la sensation que ça continue de bosser toujours aussi bien, et je me demande s'ils seront pas encore plus forts l'année prochaine. Ouais, oui, clairement, avec les dernières annonces, c'est clairement possible. Moi, je rajouterais surtout l'arrivée et l'implication des espoirs qui ont permis d'avoir plus de joueurs et qui, la plupart, se sont montrés quand même haut niveau. Alors, c'est pas forcément sur des matchs entiers, ou en tout cas, c'est sur quelques minutes, mais pour moi, c'est aussi l'implication des espoirs. On n'avait encore jamais vu sur des saisons précédentes autant d'espoir monter avec les pros, et pour moi, c'est aussi ça qui montre l'évolution du club et qui permet d'être performant sur la longueur, et c'est parfaitement illustré par le titre de champion de France de nos espoirs. Pour enchaîner avec le banc, là encore, il va pas y avoir énormément de surprises, mais du coup, j'ai pas mentionné, je crois, Hugo Boniface qui serait potentiellement il serait out. fait, ouais. Mais quoi qu'il arrive, je pense que Mathis Perchaud aurait été sur le banc, même si ça avait été Boniface pour la finale de Champions Cup. Je pense qu'il est devant dans la hiérarchie parce qu'il offre plus de garanties, je trouve, moins d'irrégularité, notamment en conquête et en mêlée. Voilà, je mettrais Perchaud à gauche, Konorsa, notre chouchou, en remplaçant au talon, et Big Ben, du coup, à droite.
Ouais, parfait. De toute façon, comme tu le dis, un Perchaud, je pense que dans un secteur clé, en plus face à Toulon, qui plus est face à Toulon, Perchaud assure quand même en mêlée et rassure. Boniface a trop tendance à avoir des observables dégueulasses, à partir en travers un peu trop facilement, même si il a une suractivité dans le jeu qui est extrêmement intéressante, parce qu'il essaye de pourrir tous les rucks, mais il est trop pénalisé en mêlée. Voilà, il faut vraiment qu'il ait un pied droit ultra dominant, et Big Ben sera pas ultra dominant face à Priso ou Gros. Donc Perchaud. Il était blessé, Perchaud, pour la Champions? Ouais. Ouais, il avait C'est le pied. bot. Ouais, c'était c'est le pied. pied. Il s'était blessé contre Toulouse de mémoire. Donc là, il revient. Heureusement d'ailleurs, parce que là, c'est pareil. Perchaud était sur le banc, était effectivement sur le banc contre Toulouse. Et après, il est revenu titulaire contre Vannes. Il fait une 60aine de minutes. Ouais, mais enfin, pour le coup, je trouve vraiment super performant toute cette deuxième partie de saison, Mathis Perchaud, depuis qu'il est revenu de blessure. Il me semble que c'était à l'épaule. Concernant la suite du pack, je mettrais donc un banc en 6+2, avec du coup, on le mentionnait tout à l'heure, Pierre Beauchaton, Bastien Verne-Taillefer et Tevita Tatafou. Là, c'est plutôt classique, ou en tout cas, c'est ce qu'on a vu contre Vannes. Ouais, avec l'arrivée de Tatafou. Donc soit s'il y a Diaby qui est titulaire, c'est Gazzotti qui prend la place de Tatafou, et si Gazzotti est titulaire, on a Tatafou qui rentre dans ce banc, qui est quand même un banc. Voilà, c'est costaud. Hein. Là, on commence le pack est costaud là. C'est ce qui rentre. Qui a fait beaucoup de différence sur les gros matchs, hein, justement. Ouais. Bah, tu vois, je pense que c'est un banc que le grand public ou les observateurs de rugby qui sont pas nécessairement, qui regardent pas nécessairement, tu vois, tous les matchs de l'UBB, qui font pas forcément attention à ces noms-là, bah, ils ont appris à craindre, tu vois, un Tatafou, un Perchaud, enfin, tu vois, un Beauchaton, ouais. Il était inconnu, tu vois, il a commencé à se révéler un peu aux yeux du grand public à Toulouse en début d'année, où il se prend le chou avec Meafou, mais tu vois, tous ces joueurs-là sont un peu des joueurs de l'ombre que je trouve ont été vraiment sous-estimés jusqu'à un peu peut-être la campagne de Champions Cup où en fait quand tu passes sur France 2, les gens se disent ah ouais mais en fait lui il est pas mal, mais en fait le banc de l'UBB c'est quand même fort, et le pack dans son ensemble est quand même il y a quand même même si c'est des noms qu'on connaît pas parce qu'ils jouent pas avec l'équipe de France ou qu'ils jouent pas les Six Nations, il y a quand même du monde qui envoie, quoi. Le meilleur exemple pour ça, c'est la demi de Champions contre Toulouse. C'est qu'on pensait que Toulouse allait faire basculer le match comme très souvent avec son banc, mais c'est le banc de l'UBB qui a dominé celui de Toulouse, avec notamment, tu l'as pas encore cité, ça va venir, mais la rentrée de Retière, devant, dans le jeu au sol, etc. Effectivement, un très 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 joli banc. Bon, on peut finir le banc du coup avec le classique sur le +2. Arthur Retière, vraiment notre meilleur gratteur. Couteau suisse. Qui est couteau suisse, ouais, utility back, qui il joue principalement 9 et ailier. Il a peu joué quand même 9 cette saison. Et Rohan Janse van Rensburg qui, lui, j'ai vu une stat, je sais plus, elle est passée sur Twitter. Donc en top 14, t'as Tuisova qui est le plus gros porteur avec je crois 65% d'avancée significative quand il va au contact sur 130 courses, et derrière c'est Van Rensburg avec une centaine de courses et 65% d'avancée, tu vois, quand il est au contact, ou en tout cas de contact dominant. Donc ça confirme bien l'impression visuelle qu'on peut avoir, quoi. Et puis tu te prends quand même 60 minutes de Moefana, et puis pour les 20 dernières tu prends Van Rensburg. Bon courage. Tu te prends Van Rensburg, tu te prends Gazzotti, tu te prends Tamei Fula. Oui, plus tout le reste, bien évidemment. Tu te prends Conorsa, t'es vraiment, vraiment pas content. Hein. Donc voilà pour notre compo. Tu vois, en fait, à chaque fois, quand je commence à me dire, c'est vrai que le RCT c'est pas mal, c'est vrai qu'ils sont forts là-dessus, c'est vrai que machin. Puis en fait, après, une fois qu'on a déroulé notre compo, je me dis, mais en fait, ça va. On a de quoi largement répondre, et t'as un peu moins ce syndrome de l'imposteur, ou en tout cas, ça te rassure, je trouve, quand tu détailles un peu poste par poste les joueurs de l'UBB. Il n'y a pas de point faible dans cette équipe. Pendant un moment, ça a été la touche en top 14, et on sait pourquoi, l'absence de leader de touche, etc. Mais aujourd'hui, moi, personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne vois pas de point faible à l'UBB. Une mêlée qui fait le boulot, une des meilleures touches d'Europe en Champions Cup, l'occupation, les tirs, ouais, ça pourrait être les tirs au but, et encore, vraiment. Mais c'est ça, ouais. Mais bon, c'est pas non plus catastrophique, quoi. Mais je pense que c'est le seul truc, c'est que pour l'instant, on l'a pas senti parce qu'on a toujours eu un peu de marge.
ce qui est assez incroyable d'ailleurs. Mais on n'a pas eu besoin d'avoir un buteur à 80%. Et ça tombe bien d'être avec vous. Pourquoi? Je me pose toujours cette question. Pourquoi c'est pas Maxime Lucu qui prend le but? Ça, cette question, on l'a à chaque fois qu'on invite du coup des créateurs qui suivent pas forcément le bébé. Maxime Lucu était buteur la saison passée. Et du coup, avec tu vois ce qui s'était passé aux Six Nations, enfin vraiment la baisse de confiance, etc. Sachant qu'en plus, Mathieu Jalibert, à ce moment-là, lui, il avait plutôt des pépins physiques au genou, il me semble. Ou aux ischio. Ouais, aux ischio. En fait, c'est Maxime Lucu qui a pris le but, mais en fait, la décision a été prise cette saison pour que vraiment Max se concentre sur son rôle de leader et que Jalibert, mine de rien, c'est quand même pas un mauvais buteur, mais que ce soit Jalibert qui prenne le but pour aussi décharger Maxime Lucu. Et en fait, je vois pas pourquoi ça changerait, dans le sens où certes, Maxime Lucu a un très bon pourcentage, mais à chaque fois, il a pas non plus énormément de tentatives sur la saison, donc il arrive aussi sur des moments où c'est un peu plus évident de prendre le but. Donc moi j'ai confiance en Jalib pour qu'il nous mette les coups de pied qu'il faut et quand il faut. Et l'année dernière aussi, il y a Max qui a quand même loupé la transformation contre les Quits au quart, qui l'a un peu affecté. Donc du coup après ils ont mis ce Mathieu en numéro 1 comme l'a dit Cyril, et c'est vrai que c'est rare que tu changes en cours de saison, donc à voir pour le demi-finale, hein. Peut-être que tu sais ça peut arriver, hein, un petit aparté avec tout le monde, et donc après on dit Max c'est toi qui reprends le but, mais bon normalement la logique voudrait que t'as ton numéro 1, tu le gardes jusqu'au bout. À part si c'est à l'initiative du joueur de Jalibert qui passe la main. Là si demain tu dis Mathieu on t'enlève le but pour sa confiance, etc. Bon courage. Non mais Jalibert, t'as plus tendance à lui dire je te ramène ton meilleur pote dans ton équipe l'année prochaine plutôt que je t'enlève le but, si tu veux. Et puis ça m'étonnerait que lui dise en fait non, le but je vais pas le prendre, je suis pas en confiance. Je pense qu'il a confiance en ses capacités et que voilà, c'est une période qui est pas bonne en termes de réussite, mais je pense pas qu'en termes de confiance il soit trop affecté. Non, c'est bon. Je pense qu'il est plutôt en forme. Ça peut être un vrai facteur clé quand même, ce tir au but. Et je pense qu'on parlait justement de seul point faible, c'est le seul point où tu te dis attention. Ouais, c'est ça. De toute façon, voilà, pour l'instant, c'est vrai qu'on a eu un peu de marge, donc pour l'instant on l'a pas vu, mais ça peut être complètement problématique. Hein. Et je pense qu'il y aura assez de marge contre le RCT, peut-être un peu moins en finale à voir. Eh bien écoute, on va tout de suite passer au prono, l'heure de se mouiller sur du coup cette demi-finale, donc UBB, RCT, évidemment honneur aux invités. Allez Alexis, je te J'ai énormément de mal à voir Toulon faire tomber cette équipe de Bordeaux parce que je la trouve très complète, je la trouve pleine de confiance. J'ai la sensation que le groupe effectivement a bien fêté ce titre de Champions Cup, mais qu'il n'est pas au bout de l'aventure. Ils savent qu'il y a un deuxième titre à aller chercher. Votre président l'a très bien dit, il a appris à aimer le titre de Champions Cup, mais ce qu'il veut c'est le top 14. On sait à quel point c'est important et c'est valorisé en France. Cette équipe du RCT, pour moi, elle a été trop inconstante ces derniers temps. Effectivement, ils peuvent les embêter avec une grosse entame, etc. Mais je pense qu'il n'y a pas de quoi perturber ce groupe qui vraiment tous les feux sont verts. Après, tu peux effectivement avoir des scénarios où Lucu, ta charnière est en difficulté en début de match, t'as des blessés, cartons, etc. Mais sur un scénario de match classique, il y a trop de talent, il y a trop de confiance, il y a trop de qualité pour venir perturber cette équipe de Bordeaux et je pense pas Toulon capable de faire ça. Effectivement, si Toulon veut gagner, ça passe par une grosse domination physique. Mais je pense que le RCT, je pense que l'UBB, avec des joueurs comme Maxime Lamotte, avec des joueurs comme Cyril Cazot, a largement de quoi répondre dans ce secteur-là. Donc pour moi, c'est une victoire sans trembler de Bordeaux. Après, ça reste une demi-finale, donc ça sera pas un score de folie, mais je vois une bonne gestion et une belle victoire de Bordeaux. Bon, tu sais, tu peux avoir des scores de folie en finale aussi avec... Bon, bref. Un petit score, peut-être ? Un petit score 27-15 pour Bordeaux. Allez, ça va. On achète. Hugo ? Je vois un match très serré. Beaucoup plus que ce qu'on ne pense. Je vois un RCT qui arrive
le couteau entre les dents et un peu on n'a aucune chance, personne n'y croit, alors tentons notre chance, tu vois, un peu en mode désespéré. Et puis, allez les mecs, on l'a connu, on est passé loin en Champions Cup, allons-y. Donc je vois un UBB un peu plus impacté, plus que ce qu'on pense par ce mois sans compétition. Je pense que recevoir Vannes, c'était une mauvaise nouvelle pour eux sur la fin du top 14, qu'il aurait fallu un beau combat avec quelqu'un qui jouait le top 6 là pour qu'il y ait un vrai match. Et du coup, je vois un match très serré. Et je vois la différence se faire, tu vois, alors que pendant le milieu du podcast, j'ai dit dans 40-60e, je vois la différence se faire en fin de match. Et je vois la différence se faire sur un essai à la 70e, et puis peut-être que le RCT va craquer, va mettre les dernières forces, un essai en contre encore à 78e, là. Je vois une victoire de l'UBB, en effet, mais très compliquée. Et un petit score, tu vois, un 19-12 ou un truc comme ça. Ok. C'est rare qu'on prenne que 12 points, pour le coup. Oui, c'est vrai, nous. Et qu'on mette aussi que 19 points, mais... donc... mais ok, mais ça va, on prend. Yann ? Eh ben, moi, ça va un peu dépendre. Alors, je pense que on est favori, qu'on va gagner, mais en fait, ça va clairement dépendre de cette entame de match et savoir comment on a été préparé. Parce que si Toulon commence à nous rouler dessus en début de partie, ça va être un match qui va jouer entre 1 et 7 points, quoi. Par contre, si on arrive à faire une entame et une prestation comme on a fait contre les Anglais en finale, je pense qu'on peut les faire péter et à un score large. Enfin large, tu vois, plus 14 points, quoi. Donc voilà, en fait, tout va dépendre de cette première demi-heure. Je pense que ça va être la clé de ce match. Voir comment les mecs sont rentrés. Si vraiment Toulon est en mode phase finale et nous on n'a pas le rythme au départ et qu'on commence à se faire prendre le score, là on va courir derrière et ça va être très compliqué. Mais je pense qu'on a les facultés pour gagner. Par contre, si on arrive à faire une entame comme en Champions Cup, je pense qu'on peut vraiment les faire péter à la 50e. Par contre, il me faut un score, Yann. Alors, j'ai dit si c'est plus 32-28. Tu vois, un gros truc comme ça. Et sinon, 40 à 25, je sais pas si c'est possible. En fait, tu fais t'en fais plusieurs, et puis après, tu choisis celui qui était le bon, quoi. Tu ben, garderas soit- le bon pour le replay, voilà. Voilà, c'est ça. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. On triche, nous, en fait. Bon, t'as le droit, t'as le droit d'en avoir deux. Et toi, alors ? Moi, je rejoins. En fait, si on suit la logique de ce qu'on s'est dit pendant le podcast, c'est que moi, je vois bien l'UBB manger un peu chaud en première mi-temps, pas encore dedans, le RCT le couteau entre les dents, et tu vois, même qu'il y ait peut-être 20 points d'écart facile, enfin, tu vois, genre à la mi-temps, ça me paraît tellement pas impossible. Par contre, je vois vraiment un match en deux actes avec derrière l'UBB qui peut renverser le truc et gagner du coup sur un score serré au final, mais vraiment avec deux physionomies dans le match et un match qui au final n'est pas serré, mais qui a vraiment deux mi-temps bien distincts. Et à la fin, je vois quand même un gros score avec un 30-35 pour l'UBB. Je pense que ça va scorer samedi soir à Lyon. On a l'habitude, nous, de marquer beaucoup de points, mais d'en prendre aussi beaucoup. Je pense que le RCT aussi, ils ont la capacité à scorer. Donc, Il fera beau. je vois bien Allez. quelque chose comme Il ça. sera beau et chaud, normalement. Tu vois, du coup, toi, t'es... Ah, j'y vais, ouais. J'ai mes places pour les deux T'es de Lyon, tu... Ah, mais tu vas... C'est le petit point météo. Je vous dirai juste avant le Tu vas, match. toi, Hugo ? Trop busy. Je suis en famille, moi, j'ai des enfants. Priorité, hein. Ah oui, non, il y a un facteur aussi qui est ultra important côté UBB, c'est que, tu vois, j'étais de mariage pour la finale de Champions Cup. Bah, rebelote, je suis de mariage pour la demi de Top 14. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Et sur téléphone. toutes les planètes sont alignées. Bah, j'avais fait ça pour la Champions. Après, là, c'est une demi. Je sais pas si ça passera. On verra. En tout cas, peut-être un petit... Allez, très rapidement, un petit prono sur... Je peux faire juste un focus sur... c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Pour ceux qui suivent pas trop le RCT, sur Fainga Anoukou, le numéro 13 de Toulon, que je trouve incroyable et tellement important dans le système de Toulon parce que c'est un bon manieur de ballon, c'est un joueur qui est capable de gagner ses duels et surtout, c'est un 9e avant. Parce que proche de la zone de marque, c'est un joueur qui va relever le ballon au près comme un 9e avant. Et dans le jeu au sol aussi, il faut savoir que Fainga Anoukou, c'est le 3e meilleur gratteur du RCT. Alors qu'il y en a un paquet, hein, les Bobigny, les Facundo Issa, etc. Donc
Voilà, pour ceux qui aiment ça, un petit peu regarder la performance de certains joueurs sur les matchs, regardez bien Fainga Nuku, le numéro 13 de Toulon, qui retournera d'ailleurs en Nouvelle-Zélande l'année prochaine aux Crusaders. Vraiment, c'est un excellent joueur qui est très important pour eux. Les Néo-Z ont souvent extrêmement de mal à se faire à ce rugby européen, surtout français, surtout le top 14, ils n'y arrivent pas. Ils ont vraiment du mal. Et tu vois, Fainganuku, pour moi, c'est celui qui a le mieux réussi, avec peut-être Jack Goodhue, mais qui sont vraiment des erreurs statistiques par rapport à la norme des joueurs Néo-Z qui se cassent les dents face au top 14. Fainganuku qui nous avait fait une ribambelle d'en avant et de faute de main quand on avait joué contre Toulon là, au match retour. Mais effectivement, sur la saison, c'est un des centres. Ouais, ça va être une grosse perte pour l'année prochaine. Mais bon. Fainganuku, Wainnicolo qui part à Lyon. Mais nous, on a Nico Desporter. Ah oui, ça va être un gros challenge pour lui. Justement, ça va être très intéressant. On sait que, si je dis pas de bêtises, c'est votre capitaine de défense sur la ligne de 3/4. Et bah là, c'est un beau morceau en face. Donc, joli duel en perspective. De toute façon, il va y avoir des beaux duels. Hein. Ça va être vraiment sympa. Hein. Même le duel Baptiste-Max, on n'a pas trop parlé, mais c'est vraiment sympa de les voir évoluer tous les deux. Donc, vraiment sympa, ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à bien checker Lester Fainganuku qui est assez impressionnant. Pour conclure, un petit prono sur l'autre demi-finale, comme je disais, Bayonne-Toulouse, rapido, juste un score. Juste un score, c'est dur. C'est dur. Pour le coup, je vois un match... juste un score. 18-12 pour Toulouse. Go. 28-12. Pour Bayonne, du coup. Yann? Très serré, un 23-20 pour Toulouse. Ok, moi je vais te dire 10-6 pour Bayonne. Oula. La garde tranchée. Bon, on sait jamais si ça passe. Ça, c'est pour ressentir la bande. Hein. Ça, c'est pour les blesses. Je ressentirai la bande si ça passe. Ouais, en tout cas, les gars, merci beaucoup. Hugo, on te retrouve donc avec Louis sur le podcast de Rugby Physio, donc 2 épisodes par semaine. Cette semaine, ils sortent quand les épisodes? Alors le dimanche maintenant, ça vient de changer, et le mercredi pour le débrief. Ok, donc mercredi un épisode, donc ce sera demain si vous nous écoutez le jour de la sortie de cet épisode. Donc Rugby Physio qui est sur toutes les places. Vous êtes sur YouTube aussi, il me semble. Hein, vous avez on est un peu sur tout. Ouais. Ok, donc un peu comme pour nous, si vous voulez chercher Rugby Physio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et sur Instagram aussi si vous suivez les actus du podcast et du projet. Et Alexis, Amour de Rugby. Donc sur Instagram et sur TikTok, sur YouTube aussi, pareil. On est un petit peu partout. Donc toi, c'est plus au jour le jour du contenu un peu pour réagir à chaud sur les actions. C'est ça exactement. On fait un petit peu de tout. On essaie pas mal de rebondir sur les différents matchs. Parfois, on a des contenus un petit peu plus décalés. Là, récemment, j'ai publié quelques petits quiz que j'ai été tourner à Lyon pour faire deviner l'âge de certains joueurs dont on se douterait pas forcément. Donc voilà, c'est ça. On essaie de s'adapter autour de tout. C'est pas que de l'actu. Chez Alexis, ça vient chercher des stats, ça vient chercher des trucs intéressants. Ouais. Même pour les amoureux du rugby, c'est intéressant. Parfois, c'est des grands débats autour de Sacha Ngomezulu, notamment. J'en profite pour dire juste 2 choses avant de partir. Déjà, je salue Louis. Là, tout ce que j'ai dit ce soir, on s'est appelé tout à l'heure, on savait que je passais ici. Donc, tout ce que j'ai dit, c'est aussi lui qui l'a dit. Et deuxième chose, je voulais juste vous dire bravo les mecs parce que c'est cool et je pense littéralement que vous devez continuer de faire ça, vous devez vous rapprocher de plus en plus de l'UBB et je pense vraiment qu'avoir un podcast club, pour moi c'est l'avenir et chaque club à terme je pense aura son format long, sa verticale un petit peu longue durée qui permet d'aller plus en profondeur, qui permet d'aller faire une autre activation sur des choses qu'ils n'ont pas l'habitude pour des vrais fans, pour des choses comme ça. Donc continuez ça parce que je pense qu'il y a une vraie fusion à moyen terme à trouver avec ce beau club que vous aimez.
Écoute, ouais, super sympa. Bah, effectivement, le club avait lancé un podcast du coup cette année où c'était plus pour découvrir les joueurs avec des interviews. On est rentré récemment en contact avec le club, notamment parce qu'on avait aussi pu avoir Yannick Bru ou Connor Sa qui du coup font partie du club. Donc on est rentré assez naturellement en contact. Donc on espère des belles choses pour la prochaine saison qui arrive qu'on fera évidemment avec Yann. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et puis on encourage aussi les supporters des autres clubs parce qu'on sait qu'on a quelques supporters d'autres clubs qui peuvent nous écouter et qui ont envie aussi d'avoir leur podcast sur leur club parce qu'effectivement c'est cool d'avoir des débriefs et de parler juste en fait du club que t'aimes et d'écouter ça pendant 1 heure toutes les semaines. Donc on vous encourage à aller écouter celui de Toulon, notamment celui de cette semaine. Moi en fait je l'écoute même si je supporte pas le RCT, rien que par curiosité, puis pour me tenir au courant et puis parce que c'est juste un moment sympa à passer. En tout cas, merci beaucoup Hugo et du coup Louis qui bosse avec toi sur Rugby Physio, et merci beaucoup Alexis qui du coup est sur la chaîne Amour du rugby. Nous de notre côté, on a de l'actu à traiter. C'est parti pour les actus du club. On est champions, on est tous ensemble, c'est le grand jeu, la France est debout. Et pour commencer les actus du club, des news de nos internationaux. Alors le premier, il est appelé avec les Lelos, l'équipe de Géorgie. C'est notre petit espoir qui d'ailleurs n'a pas joué la finale, qui s'appelle Georgi Kendrava. Donc c'est une bonne nouvelle pour lui, que ça continue le développement. Alors je crois que c'est le groupe élargi, mais bon, toujours est-il qu'il est appelé. Ouais, il est blessé en ce moment, donc c'est pour ça qu'il a pas pu jouer la finale. Dommage d'ailleurs, parce que je pense qu'il aurait apporté. Bon, on a gagné, donc c'est pas grave. Mais ouais, très content. On voit toute la progression. On voit en fait que il y a pas que nous qui avons vu que c'était un haut potentiel, parce que s'il intègre maintenant, c'est parce qu'il pense à le faire jouer plus tard. Donc il voit comment marche le groupe. Il n'y a pas non plus un réservoir extraordinaire en Géorgie, même s'il y a énormément de talent. Donc dès qu'ils en ont un, c'est vrai qu'ils essayent de le faire entrer directement dans la machine. Et donc je pense qu'il va quand même jouer. Il fera des bouts de match et donc il va apprendre. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. C'est une grosse expérience. Mais du coup dans ce cadre-là, ça veut dire qu'il fera pas la Coupe du Monde U20 parce qu'il était encore éligible. Voilà. Oui, le Coupe du Monde du vin. Du coup, tu me fais une transition de tout trouver, c'est magnifique. Incroyable. T'es vraiment devenu un 36 épisodes, c'est bon, t'es un pro du podcast, quoi. Coupe du Monde du vin, où il y aura 4 Girondins. Donc, Bobby Bissu, notre 3e ligne, Lenny Alifanetti, notre pilier droit, Elijah Ipsayen, lui aussi 3e ligne, et Yon Etchegaray. Bon, c'est une bonne nouvelle, même si Ruben Pargad, qui faisait partie du groupe élargi, n'a pas fait le cut, c'est quand même une très bonne nouvelle. Ouais, mais là cette année, c'est vraiment très intéressant. Alors en plus, ce qui est bien, c'est que on avait Ipsayen où on n'avait pas de surprise, Etchegaray non plus quand il a commencé à performer en top 14 et vu son tour de destination qui a été énorme, U20. Par contre, c'est dire qu'il y a eu Bobby qui a toujours pareil, par ce mécanisme. Jalibert était rentré comme ça aussi. C'est ce U20 développement contre l'Irlande où ils essayent de prendre un peu des joueurs qui ont performé la saison en espoir. Et il a été extrêmement performant et il a tapé dans l'œil. Et effectivement, c'est la révélation. Pour le coup, c'est la révélation espoir côté UBB. Je trouve que voilà, il s'est vraiment révélé. Et puis on a aussi Ali Fanetti qui a fait un pareil, qui était, je crois, en U20 développement et qui a fait forte impression. Sachant qu'on a aussi Awad qui aurait pu y être, Ngambous qui aurait pu y être. Donc t'avais dit aussi Pagarde. Donc tu vois, pour le coup, ça matche bien avec le fait que cette année, on a vu énormément d'espoirs qui ont joué en première. Donc voilà, la formation commence à bien se faire. Voilà, on vise toujours ce 2/3 de l'effectif qui soit passé par le centre de formation. Et pour moi, c'est en bonne voie et les résultats aussi chez les espoirs. Ouais, sachant que cette équipe de France, elle est quand même belle, parce que tu as aussi Sean Mousquet qui rejoindra l'UBB l'an prochain, le Bayonnais, tu as du Broboiry, tu as du Takola qui était du côté de Vannes, tu as du Akram qui est à Montpellier. Il y a quand même du beau monde, il y a moyen de faire un petit truc sympa quand même. Ouais, derrière, t'as vraiment une très grosse équipe, grosse 3e ligne. Non, franchement, là, on a vraiment une génération qui est belle. Quand t'as Broboiry, et pour moi, c'est un joueur qui aurait pu assez facilement matcher avec l'équipe de France. Enfin, je pensais qu'il allait être appelé. Moi aussi. Parce que on n'a pas énormément de 12, c'est quand même un poste où on est un peu déficient. On a Moefada qui s'est révélé. Derrière, il n'y a pas grand monde. Et lui, il est quand même ultra dominant dans une ligne de 3/4 qui marche extrêmement bien. Et Broboiry qui joue à Pau.
Donc en 12. Et là, pour le match de France A contre l'Angleterre, c'est Ficou, il me semble, qui serait plutôt sur ce poste-là. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage, mais ça permet au moins au U20 d'avoir un très bon 12. Ouais, là, T'as Darroch aussi, 9. Ouais, t'as Yurde ou Jurde, je sais pas comment on dit, le Rochelet qui avait été énorme avant de se blesser au tournoi Destination. On avait eu peur qu'il avait eu le croisé, mais ça n'a pas été le cas. Et en plus, j'avais regardé la demi-finale La Rochelle-Toulon en espoir, et il avait été extraordinaire. Donc c'est un joueur qui a les 2 pieds, qui bute énormément, qui bute très bien. Voilà. Il y a aussi, par contre, il y a Pacom qui est pas là, donc je sais pas s'il est blessé. Bon, il avait un peu perdu sa place parce que il y a un certain Echegaray qui a tout écrasé, mais voilà, il y a du talent, et ça va être une très très belle Coupe du Monde. Ouais, Coupe du Monde qui commence le lendemain de la finale du Top 14, donc ça commence le 29 juin et c'est à peu près jusqu'à mi-fin juillet, donc c'est cool, ça nous fera encore un peu de rugby et de matchs de joueurs de l'UBB à regarder, donc ça va être super sympa. Pour continuer sur les internationaux, Johnny Gray, lui, il sera pas avec l'Écosse cet été, il est pas appelé, donc il paye un peu cette deuxième partie de saison où il a peu joué. Ouais, c'est un peu incompréhensible. Alors peut-être qu'il y a aussi parce que je sais il avait intégré le groupe parce qu'il y avait un second qui était blessé juste avant le tournoi Destination. Donc peut-être que là, le fait qu'il revienne, Johnny sort du groupe. Bon, après je suis pas inquiet vu son talent. Là, je pense que voilà, il faut dire qu'on a une saison qui était à rallonge pour lui, parce qu'il revenait de blessure, donc il a dû faire une grosse prépa. Je pense que il a dû gérer un peu cette blessure pendant le tournoi Destination. Peut-être mentalement il était un peu plus fatigué, c'est pour ça que ses performances d'ailleurs ont probablement un peu diminué, mais je suis pas inquiet s'il fait les mêmes matchs qu'avec nous en début de saison là, il sera vite rappelé parce qu'ils ont pas non plus énormément de monde. Oui, puis c'est peut-être aussi tout simplement un accord avec la Fédé écossaise. Il avait déjà raté la tournée de novembre, où c'était vraiment le joueur qui déclinait un peu l'appel du sélectionneur, et il avait ensuite fait le 6 Nations. Donc c'est peut-être aussi cette saison à rallonge, comme tu le dis, qui, en fait, il a besoin juste de repos, quoi. Autre sujet, la campagne d'abonnement pour la saison 2025-26 commencera le 8 juillet avec une légère hausse des prix pour des places en catégorie 5. En gros, pour la saison entière, tu passes de 150 € à 200 €. La différence se fait aussi que l'an prochain, il y aura 2 matchs au Matmut. Donc mécaniquement, ça coûte un peu plus cher les places au Matmut, vu que ça commence à 15 € le match, donc 30 € ton pack au Matmut. Mais bon, si tu prends ton abonnement en catégorie 6, donc en virage, t'es quand même à 140 € pour toute la saison, en comptant les matchs au Matmut. Ça reste quand même très raisonnable, donc une hausse d'un tiers sur le prix de certains packs. Bon, au final, j'ai quand même l'impression qu'on se rapproche juste un peu plus du prix du marché que vraiment l'UBB qui essaye de se faire de l'argent sur le dos de ses supporters. Voilà, il faut certes surfer sur l'engouement, mais les prix restent quand même très 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 décents, surtout quand tu vois ce qui se fait ailleurs, que ce soit en top 14 et encore pire en Angleterre. Donc il faut compter à peu près 200 € pour, tu vois, moi ce que je prends, abonnement catégorie 5 avec les places les moins chères au Matmut. Voilà, après ça nous fait aussi nous dire qu'on n'a pas forcément envie qu'il y ait plus de matchs au Matmut, parce que ça te fait augmenter ton abonnement, d'autant plus quand t'es pas certain d'aller voir ces matchs-là, quoi. Donc voilà, assez logique, quoi. Oui. J'ai pas trop marre. En plus, moi, à Orléans, l'abonnement, c'est vrai que... Mais bon, c'est toujours accessible. Enfin, pour le coup, ce qu'a fait Marty, ce qui est toujours intéressant, c'est que c'est toujours accessible pour les familles. Voilà. Ce qui est pas forcément le cas dans d'autres stades, hein. Quand je vois à Mayol et tout, parfois ils ont des places. Ouais, puis t'as des stades, par exemple à La Rochelle, où c'est impossible de s'abonner, tu rentres sur liste d'attente. Et là, du coup, il y a quand même une annonce aussi, c'est qu'ils gardent à minima 30% des places pour, en gros, la vente grand public. Donc, ce qui veut dire que au maximum, tu auras 20-22 000 abonnés l'an prochain à Chaban. Enfin, en tout cas, pour les matchs de l'UBB. On va y arriver. Il y a une bonne chance. Ouais, je pense. Je pense que là, avec cette saison, t'avais 17 l'an dernier. Les prix, certes, ils augmentent, mais ça reste quand même très correct pour une saison entière. Je vois pas comment tu t'arrives pas à 20 000 cette saison. C'est énorme, hein. 20 000, tu vois, t'as autant d'abonnés que certains stades. Que la capacité de certains stades de top 14, même la plupart.
Mais là, je pense qu'on peut même, tu vois, tu commences à matcher avec les clubs de Ligue 1. Hein. Bah justement, il y a Clément Combe qu'on avait reçu ici et qui est au petit bureau et qui est aussi et surtout sur Sud Radio, qui a du coup fait un petit comparo Ok. des abonnés avec du coup les clubs de Ligue 1. Et en gros, si tu as 20-22 000 abonnés, bah t'es 5-6e club de Ligue 1 avec le plus d'abonnés. Je crois que t'es juste derrière Saint-Etienne, tu vois. Et Saint-Etienne, Ah ouais, c'est qui énorme. descend en Ligue 2. Donc, tu vois, t'es à ce niveau-là Ouais, de club. sachant que t'as du Marseille, du Lens, du PSG. Ouais, d'accord. Ouais, donc Ouais, c'est ça, c'est énorme Lille. quand Ouais. même. Ouais, c'est, enfin, tu Donc, vois, tu te places vraiment tout en haut du sport français en ouais, termes c'est de nombre d'abonnés. Ouais. bon. Donc, ce serait beau. Après, tu vois, il y a toujours une balance à trouver entre est-ce qu'on veut beaucoup d'abonnés, est-ce qu'on veut aussi laisser les gens qui viennent que rarement sur Bordeaux ou qui peuvent pas s'abonner, bah, venir voir des matchs quand ils le veulent. Voilà, il y a un enjeu économique, un enjeu de trésorerie aussi, parce que du coup, l'argent que tu récupères en abonnement, bah, tu le récupères généralement en début de saison et du coup, c'est plus de l'argent à récupérer. Enfin, il y a plein de sujets comme ça. Mais en tout cas, voilà, la campagne d'abonnement ouvrira début juillet. Donc, ne ratez pas l'occasion parce que ça risque de partir quand même assez vite, même si les anciens abonnés ont l'assurance de garder leur abonnement s'ils le souhaitent. Autre actu. Ça, c'est tombé en fin de semaine dernière. Un certain Madosh Tamboué devrait revenir à l'UBB selon les termes du Midi Olympique. Plutôt une bonne nouvelle? Ouais, pour le coup, ouais. Alors, visiblement, bon, c'est au club, ils sont pas au courant de ce qu'on sait dans les bruits de couloir. Mais ouais, si ça se fait, si les infos de Rugbyrama ou de Middle sont bonnes, c'est pour le coup une très bonne nouvelle parce que mine de rien, ça permettrait de décaler, de fixer Pablo au centre. Et après, en fait, t'as que des facteurs X sur les ailes, quoi. C'est-à-dire qu'après, là, tu vas faire des choix entre Retière, Sean Mousquet, Louis, Penaud. Tu vas pouvoir amener une rotation folle. Mais j'avoue que au départ, j'étais assez surpris, quoi, parce que ça sortait d'un peu nulle part. Mais ce serait une bonne nouvelle, comme l'arrivée de Cameron. Donc c'est pour le coup, je pense que c'est des mecs qui reviendraient en plus avec des exigences salariales qui seraient moindres. Donc en fait, je pense qu'on serait tout bénef, quoi. Bah, c'est vrai que comme pour Cameron, ça comble un manque. Alors en fait, tu vois, nous on s'attendait plutôt à aller signer un centre, un deuxième centre, un 13. Mais effectivement, si tu signes un joueur comme Madoche, qui a joué 13 hein, d'ailleurs cette année avec Montpellier, alors clairement je pense il est meilleur à l'aile, mais au moins ça te fixe Huberty en 13, là où potentiellement il est peut-être meilleur que sur l'aile. Mais tu as aussi Madoche qui peut aller dépanner sur certains matchs en 13. Donc ça permet d'avoir ces options-là. Et du coup, en fait, ça cocherait aussi toutes les cases. Tu vois, c'était le chouchou de Chaban sur les 2 années précédentes. Avec plaisir, on le récupère. Par contre, sous quelle forme? Est-ce que c'est un prêt? Est-ce que c'est un rachat de contrat? Sachant qu'on rachète déjà le contrat de Cameron Wauquiez. Ça me paraît assez bizarre. Tu vois, j'ai toujours du mal à comprendre comment ça fonctionne dans le salary cap, ces rachats de contrat avec... Il y a un palier des 350 000 euros. Est-ce que c'est compris ou est-ce que c'est à partir de ces 350 000 euros donc de rachat de contrat que c'est inclus dans le salary cap? Difficile à dire. Ouais, il faudrait que le président vienne pour tout nous expliquer. Voilà, dans les détails, ligne par ligne, contrat par contrat, qui nous dévoile tous les salaires de l'UBB. Comme ça, on y verra plus clair. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, que ce soit sous forme de prêt, sous forme de rachat de contrat, etc., ce serait une super nouvelle. Oui. Et autre super nouvelle, bah, les espoirs sont champions de France. On garde le meilleur pour la fin. Victoire 22-17 face au RCT à Leucate avec un essai de notre deuxième ligne, Matteo Lavazel. Bon, déjà, merci au RCT pour la diffusion du match parce qu'on a pu voir le match et ça, c'est quand même très très cool. Bon, c'est la consécration d'un super groupe avec un super staff qui ont été troisième toute la saison de leur poule mais qui sont montés en puissance au bon moment. Ouais, et Richard, il va devenir l'un des coachs les plus capés, enfin avec le plus de titres, hein, parce qu'il en a déjà eu un Goderman, là il a là, donc c'est pas mal quand même. Non, ça fait plaisir. Toute l'équipe de Fredo Garcia qui ont bien travaillé cette année. Ça n'a pas été facile par moment parce qu'il y avait pas mal de monde qui était appelé en équipe première, donc et je trouve que la saison est réussie parce que
En fait, le but des espoirs, c'est bon, il y a ce côté de performance, mais il y a aussi le fait d'amener des joueurs au monde pro. Et donc là, pour le coup, cette année, on en a fait beaucoup entre Gardra, Awad, Afan, pas tous les cités, hein, mais Chigaray, Jacobs. Et aussi il y a ce côté performance. Et là, quoi de mieux que de remporter ce titre en battant en plus. Enfin, c'est pas évident. Hein, c'est-à-dire que tu bats Toulouse, qui était clairement le favori. Je pense que c'était l'équipe la plus forte cette année, et Toulon, qui était le deuxième favori. Puisqu'ils avaient perdu que 2 matchs et ils avaient bien dominé leur match de phase finale, même si contre La Rochelle ça a été très compliqué, ils ont marqué à la toute fin. Mais pour revenir sur le match, c'était un très beau match de notre part. Je trouve que là on a clairement mérité cette victoire. Les gros porteurs toulonnais, notamment le 8, on les a pas trop vus. Le seule chose où ils ont brillé, c'est qu'ils ont été très forts dans les rucks. Ils ont vraiment été pénibles là-dessus, et ils ont été hyper efficaces. Et ça a été un peu la différence avec nous, où on a tenu énormément le ballon. Je crois que l'homme du match, on peut le dire, c'était Echegaray, qui a littéralement survolé ce match. Mais on n'a pas réussi, tu vois, à avoir à la fin de la mi-temps, à un moment, il fait une percée monstrueuse, et il a une passe qu'on tue le match en fait. Donc voilà, on n'a pas réussi on a fait plusieurs scories, donc il y a Yon qui rate cette passe. À un moment, il y a, alors j'ai oublié le nom du 9 remplaçant, mais à 5 mètres de la ligne, on a une pénalité. Il oublie de la jouer, alors que Jacobs avait marqué l'essai. Mais l'arbitre revient dessus parce qu'il n'a pas joué au pied, comme avait fait le joueur de Grenoble en finale d'Access Match, enfin la finale de Pro D2. Et voilà, on a loupé plein de petites actions comme ça. Je pense qu'on aurait pu plutôt se mettre à l'abri, et qui est même un score un peu plus large. On s'est mis la pression parce que Toulon a été très fort en défense, a rien lâché, a été fort dans les rucks et a marqué sur la moindre occasion, que ce soit des points ou même des essais. Donc, mais bon, pour moi c'est clairement mérité. Si je mettrais des joueurs en avant, bon, mais il y a Yon qui a été le joueur du match avec, voilà, il a fait un franchissement, il a dû battre 10 défenseurs, il fait 2,50-22 qui sont monstrueux et qui remet tout le monde dans l'avancée. Donc il a été intraitable. On a Jacobs, qui je trouve que quand il arrive à mettre un peu de discipline dans son jeu, il est juste monstrueux. On a le capitaine aussi des espoirs, Sako, qu'on a parlé la semaine dernière, que je trouve qui a été il est toujours à son image, quoi. Alors oui, il manque un peu de densité, mais par contre, il est extrêmement généreux. C'est un joueur qui plaque, qui porte le ballon, qui multiplie les courses, qui est très fort dans le jeu aérien. C'est lui qui c'est le capitaine de la touche, et c'est lui qui prend toutes les touches, et lui qui fait les contres. Donc une très très belle finale. Et puis après, qui je pourrais mettre en avant, j'ai aussi un joueur qu'on va présenter après, Bonne, l'ailier, qui je trouve c'est vraiment bien amélioré cette année. Donc j'en parlerai un peu plus en détail après. Et il y a eu aussi l'entrée de Rag, que j'ai trouvé très bonne, puisqu'il nous soulage avec 2 coups de pied, 2 pénalités, dont une de 50 mètres. Donc voilà, on a été très bon. On a manqué d'efficacité, mais on mérite de gagner ce match. Tu vois, je me demandais dans un épisode, ce serait cool de demander à Yon Echegaray ce qu'il préfère, gagner un titre avec ses potes les espoirs ou un Brennus avec les pros. Bon bah, pour l'instant, il a une Champions Cup et un titre avec les espoirs, donc c'est pas mal. Ouais, lui, il était tout le temps blessé. Là, depuis qu'il est plus blessé, il fait une saison incroyable. Hein. Et il a un tournoi de destination aussi, hein, U20. Il a le tournoi destination U20, c'est vrai ça. Avec Bissu aussi, je pense. Non, il était avec Kipsayen, qui était blessé. Ouais. Bobby, lui, il arrivait après. Mais ouais, clairement, c'est un. Et puis Champions Cup, il a fait quand même un quart de finale, hein, quand même. Ouais, donc non, vraiment, ça récompense le travail du staff des espoirs, mais aussi de la cellule de recrutement. Enfin, vraiment, c'est tout un dispositif qui est mis en place par le club. Ça récompense aussi, tu vois, le staff des pros qui intègre les espoirs. Comme je disais tout à l'heure, on intègre de plus en plus d'espoirs et ça sert à la fois les pros, mais ça sert aussi les espoirs qui prennent du temps de jeu en pro, prennent de l'expérience, prennent de la maturité. Donc ça se voit en fin de saison et c'est récompensé par ce titre. Le dernier titre, c'était il y a 9 ans des espoirs avec Marco Tolagni, notamment Camille Camissa. Ouais, c'est ça. T'avais Leno, le joueur qui
qui joue numéro 4 à Grenoble, par exemple. T'avais aussi, alors je sais plus comment il s'appelle, l'ailier fidjien, qui avait été meilleur marqueur cette année-là, Toupaï. Ah, j'ai peur d'écorcher son nom, mais qui avait été meilleur marqueur de championnat. Mais c'était une équipe, je trouve, peut-être un peu plus collective, mais moins complète individuellement. Enfin, je sais pas comment le dire. Il y avait moins de talent dans cette équipe. Par contre, il y avait vraiment un gros groupe hyper solidaire dans le combat. Mais oui, c'est Touaï, voilà, qui d'ailleurs après était parti à Aurillac de mémoire et qui a pas trop joué. Je sais pas où il en est maintenant. Mais voilà, c'était une équipe qui était où il y avait moins d'individualité entre guillemets stars, tu vois, où là tu sens qu'il y a quand même des gros potentiels, hein, tu vois, la troisième ligne, Ipsayen, Bissu, t'as des joueurs, tu sens qu'ils vont pouvoir matcher avec le groupe pro, tu vois, assez facilement. Ouais, complètement. Mais en tout cas, immense bravo à Richard Darambide et tous les gens qui travaillent autour des espoirs, les joueurs, le staff et compagnie. C'est vraiment top de voir le club qui évolue comme ça et avec les Lions du Stade Bordeaux, les grands qui gagnent la Champions Cup, les espoirs qui gagnent leur bouclier à eux. Il en manque plus qu'un, on ne dira pas lequel, mais voilà, en tout cas c'est une saison incroyable qu'on vit nous pour notre première saison des UBBistes. Ça va être compliqué de faire mieux en saison 2. J'avoue. Ouais, là on est sur une année en fait exceptionnelle, hein. On l'a évoqué tout à l'heure, hein, mais ouais, on est dans des conditions exceptionnelles. Je sais pas si on arrivera à avoir les mêmes conditions avec autant de mecs en forme à ce moment-là, avec autant ce degré de performance. Donc là, je pense qu'il faut qu'on finisse le travail. Il faut qu'on le fasse. Ouais, il faut qu'on le fasse. Bon, en tout cas, on va déjà présenter le joueur que tu as cité pour finir cet épisode en beauté. Présentez-vous. Qui je suis? Les gars, qui je suis? Et du coup, tu l'as déjà cité, c'est Gabriel Bonne, l'ailier des espoirs de l'UBB. Ouais, un joueur qui est venu de Soyons-Angoulême et qui est arrivé chez nous, qui au départ était positionné en centre, mais qui a été décalé cette année à l'aile, et je trouve qu'il a des qualités physiques qui sont assez impressionnantes. C'est un joueur qui est assez grand, donc il fait 1m90, qui est déjà assez mature physiquement et qui est tout jeune, hein, parce que c'est sa première année, il a 18 ans, et je trouve que ce replacement à l'aile est extrêmement intéressant parce qu'il est très fort dans le placement. C'est-à-dire qu'il monte pas comme un idiot comme certains ailiers, il arrive à bien glisser, à avoir le bon timing, que ce soit pour couper les lignes de passe ou même pour glisser. Il est très fort dans les duels aériens. Là, ce week-end, il a gagné énormément de ballons, et puis il a des cannes, et physiquement, il est costaud. Donc lui, c'est vraiment un joueur extrêmement intéressant. Je trouve que il faudra le surveiller parce qu'il a clairement des qualités qui sont très intéressantes. Donc pourquoi pas s'entraîner un peu plus avec le groupe pro. Il y a peut-être l'année prochaine aussi, il pourra peut-être faire des petites sélections U20, on ne sait pas. Donc ouais, en tout cas, une très bonne saison de sa part, et il était extrêmement intéressant. Sur ces deux matchs que j'ai vus contre Toulouse et contre Toulon, il m'a vraiment beaucoup plu. Eh bien, écoute, effectivement, c'est vrai que tu juges sur 2 matchs. On espère que l'an prochain, on aura bien plus de matchs pour que tu puisses nous présenter tous les petits cracks qui restent et qui méritent d'être présentés et mis sous les feux des projecteurs. Merci beaucoup, Yannou. On a bien fait une bonne preview là pour cette demi. C'était très cool avec Alexis de la page Amour du rugby et Hugo du podcast Rugby Physio. On s'est nous régalé. On espère que ça vous a permis de passer le temps un petit peu avant cette demi qui sera samedi soir. On en profite pour remercier encore une fois les tipeurs de cette semaine qui nous permettent de mener ce projet à bien avec les petites améliorations qu'on aimerait faire, avec notamment du coup le retour du compte YouTube pour ceux qui veulent regarder sur YouTube Podcast. Alors c'est de l'audio uniquement, hein, mais il y a YouTube Podcast qui est dispo. Donc voilà, merci aussi à ceux qui nous envoient des petits messages, que ce soit sur Insta ou sur Twitter, et qui nous remercient du travail entre guillemets qu'on fait. Nous c'est vraiment notre petite heure avec Yannou toutes les semaines. On se régale, on prend énormément de plaisir, et du coup ça nous motive énormément quand on reçoit ce genre de petits messages. Donc carrément. Merci beaucoup, et quoi qu'il arrive samedi, ça aurait été une énorme saison pour le club, mais aucun doute qu'on va battre ces Toulonnais. Ouais, on espère. De toute façon, on n'a pas le choix là. On est dans la saison de la forme de notre vie là.
Ouais, ce que je disais avec un Toulonnais, les planètes sont alignées, il reste plus qu'à concrétiser et puis on allume les cierges, on touche du bois, on croise les doigts, on fait tout ce qu'on peut pour que ça se passe bien. En tout cas, on a hâte d'être un samedi soir pour cette demi-finale et hâte de débriefer ça la semaine prochaine. Passez tous une excellente semaine et allez l'UBB. Ciao tout le monde.